Bonjour Rachel, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans le cadre du podcast Divergent et d'emblée, je pose souvent la première question avant même que l'invité puisse dire bonjour, merci, tout ça. Mais comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent comme moi là à l'instant aujourd'hui, généralement? Je vais quand même te dire bonjour, Sandra. Mais oui, bonjour quand même, bien sûr. Et bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Mhm. Comment je me présente? Ça dépend dans quel cadre je suis. Si je suis dans le cadre perso, je suis Rachel. J'ai eu 50 ans là, le 10 octobre. Ah ben joyeux anniversaire, hein. On est le 18 aujourd'hui. Merci. Je suis située dans l'est de la France. Comment je pourrais me présenter? J'ai un chéri, un amoureux, voilà. Je suis amoureuse, je suis belle-mère de deux super beaux fils. Donc ça, ce qui me fait vibrer, c'est la musique, les concerts, l'art, le sport, la nature et les gens, le contact humain. Et puis le pro, ça c'est proche en fait, le pro de tout ça. Parce que je scinde pas, là je scinde, c'est étonnant, mais c'est vrai que je scinde pas forcément le pro et le perso. Et au niveau pro, dans un cadre un peu plus académique, je dis que je suis sophrologue et thérapeute du deuil et moi j'accompagne principalement des femmes qui ont perdu leur conjoint. Je les accompagne, je les aide à retrouver leur joie de vivre. Je suis l'auteur du livre Revivre après lui, qui est sorti il y a à peu près un an. Et je propose des accompagnements beaucoup en ligne et je fais des conférences aussi, des ateliers sur cette thématique-là. Pour apporter aussi, alors ça c'est plutôt les autres qui disent ça de moi, mais j'apporte une autre couleur aussi au deuil, une autre façon de voir les choses. Donc voilà pour le pro, mais tout ça et c'est vrai assez mélangé par rapport au perso parce que je mélange aussi des techniques d'art-thérapie dans mes accompagnements, beaucoup de groupes, beaucoup de la sophro, tout le travail sur le corps, le travail sur l'art-thérapie et puis sur le groupe. J'ai un groupe qui est très puissant, qui est très aidant, qui s'appelle le Club des Yellow Women et qui est un super outil aussi. Ok, Voilà. ok, génial. Donc effectivement, là, bon, peut-être parce que je t'ai pris au dépourvu, tu as fait comme une sorte de distinction entre le pro et le perso, mais bon, souvent, on sait que tout est lié, Mm. que c'est pas comme si on pouvait dire non, non, moi je suis telle personne à tel endroit de ma vie et je suis une Mm. autre personne à tel autre endroit. Enfin, c'est possible, hein, mais c'est un bon indicateur qu'il y a un endroit où en tout cas on n'est pas soi-même. On va dire c'est Mm. comme ça. Donc, merci pour la précision aussi et pour déjà tu vois, cette première ébauche de réflexion de OK, comment, quand on se présente, comment est-ce qu'on se présente spontanément, quand on est pris un peu au dépourvu aussi, on a tous des réponses différentes à des moments donnés. Et là, j'adore proposer en fait à mes invités, comme je sais que tu n'as pas écouté volontairement d'autres épisodes, tu vas pouvoir découvrir le jeu, c'est le jeu du portrait chinois. Et donc, l'idée, c'est pendant un instant, de faire un pas de côté et de dire, OK, Rachel, si tu n'étais plus la Rachel, être humain maintenant, qu'est-ce que tu pourrais être d'autre et pourquoi? Une musique, une couleur, une saison, un objet, peu importe. Quoi d'autre et pourquoi? La Alors, ce première qui me chose qui t'est vient venue. Ouais. vraiment, je vois la Tour Eiffel, donc c'est peut-être un peu prétentieux. mais, Mais la Tour mais Eiffel, qu'est-ce qui je vois la t'inspire dans la Tour Eiffel? voilà, elle est grande, elle est bien ancrée, bien posée. Mhm. Euh, Elle est là. Elle peut, elle est belle, elle est forte et en même temps, elle peut paraître fragile parce que c'est quand même voilà, une architecture qui est assez folle quand on y pense. Mm. Et ouais, il y a ce côté ancrage, présence, les pieds bien sur terre et en même temps, je fais le geste, vous ne me voyez pas, mais vers le ciel, cette présence là qui va vers le ciel, comme si elle était reliée au ciel. Donc le lien entre la terre et le ciel avec cette présence qui est puissante. Donc c'est ça qui me vient spontanément. Mm. Ok.
Ce qui est assez intéressant quand par rapport au peu d'éléments que tu as dit là sur ta présentation, tu parles quand même de sophrologie, tu as quand même parlé déjà de musique, d'art, tout ça. Et quand tu utilises la symbolique de la Tour Eiffel, moi, ce qui me vient, c'est justement cette dimension. Il y a à la fois l'artistique, tu vois, qui est très la beauté. Tu as aussi dit, ah, elle est belle. Le côté sophrologie, moi, ça me fait penser, dans la sophrologie, on est beaucoup sur le corps, sur l'ancrage, à travers la respiration, tout en étant relié ancré, c'est une sorte de spiritualité ancrée, on va dire ça comme ça. Donc, je trouve que la symbolique que toi, en nous amenant la Tour Eiffel, fait quand même un peu sens avec ce que tu nous as dit juste avant. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet exercice-là, parce que juste après une présentation, quand je propose, la première image qui vient, souvent on voit des liens et des choses importantes pour toi, j'ai l'impression, qui sont, je crois que tu dois avoir un petit côté ambitieux puisque tu as quand même écrit un livre aussi, donc tu as envie d'impacter le monde. Enfin, tu vois, je n'ai pas l'impression que tu veuilles rester sur de la transmission de comptoir, je vais dire, à petite échelle. Et que Non, là, je veux diffuser. voilà, Ouais. c'est ça, la grande tour Eiffel peut aussi prendre cette symbolique-là, donc je trouve ça chouette. Puis tu as aussi parlé de présence. Elle est là, elle est présente. Tu disais aussi cette sorte de dualité forte et fragile en même temps, parce que ça reste quand même une prouesse, on va dire, architecturale, la Tour Eiffel, hein, quand on y pense. Voilà, c'est quelque part aussi un peu nouveau, créatif. Quand Gustave Eiffel, il a quand même fait un truc qui se voyait pas avant, quoi. Donc, Innovant. innovant, ouais, c'est ça, innovant, visionnaire, peut-être même qui montre la Ouais, voie. Et carrément. donc je trouve ça, je trouve ça assez rigolo. Et puis, tu as amené aussi cette dimension de relier ciel et terre. Donc ouais, c'est ça, ce côté élancé tu faisais le symbole et moi je le fais aussi là, de la Tour Eiffel qui est bien ancrée au sol mais qui en même temps crée une ouverture, un lien vers plus grand. Et j'aurais envie justement aussi de te proposer en transition de pouvoir, le propos du podcast, c'est d'écouter les histoires des divergents qui se prêtent, qui répondent favorablement à mon invitation, comme tu l'as fait aujourd'hui, et de te proposer de raconter ton histoire à toi, Rachel. Tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux, et tu la termines où tu veux aussi, et tu as le temps. Donc, libre à toi de nous conter ton histoire. Ok, merci. Par quoi je vais commencer? Moi, je peux dire que je suis issue d'une famille plutôt modeste, ouvrier. Je pense que petite, j'ai déjà appris pas mal ce que c'était que la résilience. Vous allez comprendre avec la suite, puisque 2 ans après ma naissance, naissait mon frère qui est trisomique. Donc, il y a eu sans doute ce deuil pour les parents de faire le deuil d'un enfant, on va dire, normal. Et j'ai grandi avec ce frère, avec de la différence, une autre façon d'être, une autre façon. Et pour moi, voilà, ça a été déjà un modèle, en tout cas pour mes parents, ouais, de résilience, d'adaptation, de faire face à une épreuve de vie, d'avoir un enfant handicapé, mais de faire face, de prendre les choses aussi peut-être autrement et d'y aller, même si ce n'était pas simple tous les jours. Et d'accepter cette situation. Ensuite, j'ai grandi, avec ce frangin à la campagne, etc. J'ai eu une enfance très, très heureuse. Et forcément, enfin forcément, c'était pas une obligation, mais en tout cas, le choix au niveau pro, c'est tourné vers le métier du travail social. Je suis devenue éducatrice spécialisée avec la conscience que j'étais bien sûr, quand on fait ces métiers-là, dans la réparation complètement, et c'est normal, et l'important, c'est d'en avoir conscience. Et puis, j'ai rencontré mon chéri à l'époque, Jeff, qui était aussi en formation d'éduc, et on a vécu pendant 14 ans ensemble. Moi, lui travaillait dans le secteur du handicap. Moi, je travaillais 20 ans, en fait, auprès de personnes qui vivaient des crises, puisque 10 ans dans un centre d'urgence comme éducatrice spécialisée pour des femmes victimes de violences conjugales. Et puis les 10 autres années, j'étais directrice d'un pôle d'urgence pour des personnes sans abri, plutôt un public masculin, avec des hommes assez marginalisés, clochardisés.
Et donc voilà, et puis à un moment donné, ma vie bascule, puisqu'en 2014, Jeff décède, Jeff se suicide. Donc ça a été, on avait déjà vécu ensemble des épreuves quand même aussi pas simples, puisque 2 ans avant son suicide, il avait été diagnostiqué bipolaire, donc avec des phases de quelqu'un de très intelligent, d'une grande sensibilité, mais qui ne savait pas faire avec ses émotions. Et en même temps, avec beaucoup d'amour, qui m'a appris énormément de choses. Si je suis devenue directrice, c'était aussi grâce à lui. Voilà, il m'a toujours beaucoup encouragée dans ma vie professionnelle. Et, euh, et voilà, le tsunami en 2014. Donc, je ne réalise pas forcément tout de suite, d'autant que on avait décidé 6 mois auparavant de ne plus vivre sous le même toit. On est toujours un couple, mais parce que sa maladie ne s'améliorait pas, parce qu'il ne voulait pas prendre de traitement, etc. C'était compliqué pour moi. Moi, je me suis aussi un peu protégée. Et j'en parle parce que peut-être que ça fera écho aussi à certaines personnes qui sont en couple, qui vivent un deuil comme ça. Je me suis rendu compte plus tard qu'on ne prend pas forcément en compte. On m'a beaucoup dit, mais en fait, vous n'étiez plus ensemble, quoi. Tu n'es pas en deuil, en fait. Alors que pas du tout. On vit un deuil et puis il y avait beaucoup de douleur, beaucoup de culpabilité, beaucoup de colère. Et au bout d'un an, je suis un peu en pilote automatique. La première année, je fais un peu comme si tout ça n'était pas arrivé. Je reprends le travail rapidement. Je travaille à l'accueil d'urgence, donc c'est un peu comme les urgences médicales. Ça va très vite, il y a beaucoup de travail. En même temps, j'aime mon métier, vraiment d'encadrer des équipes, d'être là. On est en mode solution. Et là, moi, dans ma vie perso, je peux pas être en mode solution parce que je me retrouve face à cette mort, cette impuissance. Et bon, je m'investis à fond dans le travail. Je pars aussi un peu aux États-Unis. Je suis une copine dont le rêve, c'est de partir à New York travailler. Et elle me dit, mais viens avec moi. On lui dit, est-ce que tu n'es pas folle de partir avec moi qui suis complètement à côté de la plaque? Je pars avec elle. Là-bas, je rencontre des gens ultra riches, des gens ultra pauvres. Enfin, je suis un peu déconnectée de ma réalité. Je fais des choses que j'aurais certainement pas faites en France. Et puis quand je reviens, je te fais ça en accéléré, bien sûr. Je me dis, il faut que je me fasse aider parce qu'à cette époque-là, je fais des crises d'asthme la nuit assez violentes, alors qu'à l'époque, j'ai 42 ans, je suis pas du tout asthmatique, je me retrouve aux urgences la nuit. Je fais des cystites à répétition, je viens de rencontrer un nouveau compagnon, mais on me dit c'est émotionnel, il faut vous faire suivre, mais on ne creuse jamais, on ne me demande pas vraiment, alors j'en veux absolument pas au corps médical, mais on ne me demande jamais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ma vie pour qu'à 42 ans, je fasse des crises d'asthme, des cystites à répétition quasiment tous les mois. Et on me dit c'est émotionnel, ok, bien. Quand on creuse un peu et que je dis oui, bah, mon compagnon s'est suicidé, ah oui, il y a à chercher de ce côté-là, la culpabilité. Ok, mais ta culpabilité, comment tu te débarrasses de ta culpabilité? C'est quand même. Il n'y a pas de recette, hein, c'est pas une recette de gâteau au chocolat. Mais bon, je suis bien décidée quand je reviens au retour des États-Unis de me dire, bon, je vais me faire accompagner vraiment sérieusement. Donc, je vais chez mon médecin traitant et il est très content de me voir parce que lui, il ne m'a pas vue depuis quasiment plus d'1 an, plus de 18 mois. Et il prend le temps, en fait. Il prend le temps, je lui explique tous mes symptômes et moi, je vais le voir avec une conviction, c'est que je veux un médicament magique, quelque chose qui me rende ma santé d'avant, ma vie d'avant. Et là, je tombe un peu sur un os parce que lui, clairement, il me dit, je ne te donnerai pas de médicament. Tu vis un deuil. C'est le premier qui me dit, tu vis un deuil. OK. Et tes crises d'asthme et tes cystites sont liées à tes émotions, aux émotions du deuil. Et il va falloir que tu déposes ça quelque part, chez un psy, chez un thérapeute, chez qui tu veux. C'est lui qui me parle le premier de sophrologie, parce qu'à l'époque, je ne suis pas du tout connectée au monde de la sophro, du yoga, de la méditation, du développement personnel et tout ça. Je ne suis pas du tout là-dedans. Et il me garde 2 heures, en fait, et il m'explique le processus de deuil aussi, parce que par chance, c'est un médecin qui est formé au processus de deuil, mais ce n'était pas étonnant parce qu'il me confie qu'il a perdu lui-même un enfant à l'âge de 18 ans d'un accident de moto.
donc ça me touche et qui se livre comme ça auprès de moi aussi, de façon aussi intime. Et il me dit, pour l'instant, ta vie, c'est un enfer, mais tu vas voir, la mort de Jeff, ça va aussi à un moment donné être un cadeau dans ta vie. Tu vas avoir beaucoup de gratitude pour lui. Bon, déjà, je ne comprends pas vraiment ce qu'il me dit. À ce moment-là, je ne comprends pas. Et il me dit, moi, je remercie tous les jours mon fils. Ok, je me dis, ce mec est fou. Il a perdu un fils à l'âge de 18 ans, il est père et il me dit qu'il remercie son fils tous les jours. Et il me dit, il me pose une question, il me dit, est-ce que tu penses que ta vie a de la valeur? Et si tu penses que ta vie a de la valeur, réfléchis. Tu ne me donnes pas une réponse aujourd'hui, réfléchis. Et si tu penses que ta vie a de la valeur, alors tu reviendras me voir et je te donnerai des contacts pour te faire aider, pour te faire accompagner. Bon, je sors, je suis un peu sonnée. Je me dis, quel con, ma vie, est-ce qu'elle a de la valeur? Non, mais quelle question à la con, vraiment, il se prend pour qui, les médecins, un but de leur personne. Je suis très en colère contre lui, je ne sais pas, c'est le bordel dans ma tête, je sors de là, je sors sans médicaments, sans ordonnance, je suis très en colère. Et puis, c'est cette question, est-ce que ta vie a de la valeur? Ça tourne en rond, ça tourne en boucle comme ça dans ma tête. Je comprends pas pourquoi il me pose cette question. Je comprends pas le lien avec la mort de Jeff et ça tourne en boucle. Et je me dis, ben oui, ma vie a de la valeur, je vaux quelque chose. Et pourquoi il me dit ça? Enfin, ça m'intrigue et tout. Ok, il veut peut-être que je prenne soin de moi, que je prenne mes responsabilités. Et puis, 3-4 jours après, je retourne le voir, effectivement. Et je lui dis, oui, je pense que ma vie a de la valeur. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Ok, on y va. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et bon, on échange encore. Et effectivement, il me dit, moi, je pense que par rapport à tes symptômes physiques, la sophrologie, c'est peut-être un bon moyen de faire un travail de deuil. Ok, donc encore une fois, hein, je passe par plein de questionnements, j'en parle autour de moi. À cette époque-là, je commence aussi un peu à m'ouvrir, je déménage, je fais un tri aussi beaucoup dans mes affaires. Je déménage je passe d'un 120 mètres carrés à un 47 mètres carrés où j'ai plus de cave, plus de voiture, plus de garage. Je me débarrasse de plein de trucs. Certainement maintenant avec le recul que j'avais besoin de m'alléger comme ça, de dégager des trucs. Autour de moi, on me dit mais t'es folle, mais pourquoi tu vends ta voiture? Tu vas avoir besoin d'une voiture, mais non, je vais faire autrement, je bosse tout près de chez moi. Enfin, Bon, je fais des choses qui me ressemblent pas trop, mais en même temps, je sens que ça me fait du bien, donc j'y vais. Je fais aussi, à cette époque-là, il y a des gens qui s'éloignent de moi parce que ça fout la trouille aussi parce que j'étais aussi toujours en mode warrior. Mode warrior, je craque pas. Il y a des gens qui se disent, mais en fait, son mec se suicide et elle retourne au boulot au bout de 8 jours. Elle est sur le... Bon, on voit bien que j'ai perdu 10 kilos, je me maquille plus, il y a des jours où je suis un peu fringuée comme l'as de pique, mais je viens bosser, mais je suis un peu cash, je me mets un peu en danger aussi parce que dans le centre où on bossait avec parfois des gaillards quand même assez costauds qui n'ont pas peur d'aller au frontal et moi je suis comme eux quoi en fait, je suis comme eux. J'y vais, ouais, j'y vais. Donc, dans le milieu professionnel, il y a un peu dans le regard des gens un peu d'admiration, mais en même temps un peu de oh là là, mais elle est en train de merdouiller, et en même temps beaucoup de confiance. Ça m'a aidé. Les équipes avec qui j'ai travaillé ont continué à me voir comme leur chef de service, leur directrice. D'ailleurs, je suis passée du poste de chef de service au poste de directeur pendant cette période-là en 6 mois. Et je dis à mon directeur, il était complètement cinglé de me donner plus de responsabilités parce que je suis à la ramasse. Et il m'a dit, mais moi, je te fais confiance. Je sais que tu ne vas pas être tout le temps comme ça et je te fais confiance. Ça, c'est aussi aidant. Je trouve que dans le milieu professionnel, quand on vit des épreuves, nous, on n'a plus confiance en soi, on ne sait plus qui on est, on vit une vraie crise identitaire. Et en même temps, d'avoir des gens en face qui continuent à avoir confiance en nous, c'est aidant. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a aidé et je remercie beaucoup tous les éducateurs, les psys, les médecins avec qui je bossais à l'époque parce que eux, ils ont continué à me voir comme leur boss, quoi, comme sur quelqu'un sur qui on peut compter alors que c'est quelqu'un de fiable, ouais, c'est ça. Voilà.
c'est assez paradoxal, mais malgré cette vulnérabilité-là, eux, ils ont continué à me voir comme quelqu'un qui ils distinguaient la nana qui a des compétences et la nana à qui il arrive une merde dans sa vie, quoi. Et ça m'a fort aidée, en fait. Avec le recul, 8 ans après, je me rends compte en te le disant que ça m'a fort aidée. Et donc, bah oui, je décide de me prendre en main parce qu'à un moment donné, je suis un croisement aussi. Soit je m'apitoie sur mon sort, soit je suis en mode warrior, soit je suis en mode victime et je me dis ma vie, elle est cuite, c'est foutu. Je resterai toute ma vie avec cette putain de culpabilité. Je comprends pas son geste. Je me dis mais pourquoi il a fait ça? Il avait un tel potentiel. Ok. Il n'était pas bien, il y a une pathologie derrière, mais j'aurais pu faire plus. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Enfin, toute cette culpabilité, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui vivent ça, ben voilà, on use le fil, là, le disque de la culpabilité. Moi, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup fait des collages, des peintures. Aujourd'hui, je sais que c'est thérapeutique. À l'époque, je ne savais pas. Je faisais ça spontanément, toute seule. Je ne savais pas comment ça s'appelait, mais et j'étais un peu en boucle autour de ça et j'avais ces symptômes physiques parce que ma tête disait non, c'est bon parce que je suis d'une famille, comme je le disais en intro, où ben non, on fait face aux épreuves, on ne se laisse pas aller et je ne m'autorisais pas à me laisser aller. Je ne m'autorisais pas à plonger dans ma souffrance, je ne m'autorisais pas à pleurer, j'étais en mode warrior, quoi, vraiment. Et à un moment donné, mon corps, lui, il disait on se calme, quoi, on ralentit. Je m'autorisais pas à avoir une nouvelle relation, une nouvelle intimité, hein, quand des cystites, tout ce qui est autour du sexe des femmes, c'est ça aussi. J'étais dans un conflit de loyauté avec mon compagnon Jeff qui était décédé. Je rencontrais Sylvain dans ma tête. Hein, alors c'est inconscient tout ça. Je le sais aujourd'hui consciemment. Je mets des mots dessus, mais à l'époque. Je ne conscientisais pas. Et puis pour moi, au fond, j'ai beaucoup travaillé sur le guérir, quoi. Guérir, c'est pas trahir. Guérir, c'est pas trahir l'autre, c'est vraiment une grosse thématique sur laquelle j'ai bossé et que j'ai vraiment comprise et que je retransmets aujourd'hui aux gens que j'accompagne. Donc ok, il faut faire un chemin. Ok, il y a le processus de deuil qui est inconscient, qui se déclenche en nous, un peu comme quand tu te coupes, tu vois, Sandra, même si tu te mets pas de désinfectant, ou tu vas pas aux urgences, ton corps, il va faire le job, le sang va se coaguler, les chairs vont se coller et tu vas avoir une cicatrice qui va se faire. Après, le travail de deuil, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre de conscient, en fait, autour de cette cicatrice, du baume, de la crème, des massages, des choses, prendre soin de cette cicatrice qu'on va garder toute notre vie. Et donc, je décide de me faire accompagner et au pif, en fait, je choisis une sophrologue vraiment au pif, dans l'annuaire parce que pour le coup, je suis assez pressée parce que j'ai plus envie de souffrir. Donc, je veux trouver je suis en mode solution, moi, comme dans mon travail. Comme ça. Il y a une forme d'urgence, du coup, à ce moment-là que tu ressens. Enfin, il y a quelque part que le corps donne des messages et tout ça. Tu as une forme d'urgence ou d'impatience? Ouais, carrément. Parce que j'en ai marre de faire des crises d'asthme. Les crises d'asthme, je les cache, en fait. Je le dis pas à mes parents pour pas les inquiéter. Je le dis pas à Sylvain. À l'époque, on n'habite pas ensemble. Donc, je me retrouve aux urgences à 2h du mat. On me donne ce qu'il faut et je repars à 6h du mat. En même temps, la nuit, je croise ceux que je vois la journée, les sans-abri qui sont aussi aux urgences. Et je suis comme eux et je comprends pas et je m'énerve parce qu'il y a trop de monde et qu'on prend pas en charge. Enfin, je deviens comme eux, quoi. Et donc là, je me dis, bon, ok, il faut donc je vais voir une sophrologue pas vraiment convaincue. Pour moi, c'est un truc de bobo. Je vais claquer 80 € et bon, ok. Mais bon, on va y aller, quoi. On va y aller. Un peu en mode, est-ce que tu étais oui, recherche de solutions, tu disais, mais quitte à essayer des solutions improbables que ton cerveau rationnel se disait, ouais, ça c'est de la foutaise, mais on va quand même le faire juste pour se donner bonne conscience. On va tenter. On va tenter parce que je pense que tu m'aurais dit à l'époque, il faut aller à Lourdes, il faut aller mettre des cierges à la cathédrale. Tu l'aurais fait aussi, pareil. Ouais, j'aurais fait parce que je suis dans un brouillard total. Et puis, dans le deuil, en plus, on dit, oui, au bout d'un an, ça ira mieux, tu verras, ça va aller mieux. Avec le temps, ça va aller mieux. En fait, le temps, c'est ok, notre meilleur allié, mais c'est aussi notre pire ennemi, quoi, parce que tout ne se règle pas avec le temps. Ça, c'est une connerie monumentale. Et donc, je vais voir cette sophrologue
qui est certainement une super professionnelle, mais qui ne correspond pas, qui n'est pas à l'aise avec mathématiques, qui n'est pas à l'aise du tout avec le suicide, avec le deuil, qui ne sait pas trop quoi me dire. Je sens tout de suite ce malaise. Et qui me colle dans un fauteuil en m'emmenant dans des visualisations de champs de pâquerettes. Moi, je reviens de New York. Je suis là-bas, je suis bien parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a l'énergie des gens, parce que je suis incognito, parce que tout ça. Et elle me fait me connecter à des petites fleurs et dans des espaces de nature et tout. Bon, moi, ça marche pas, quoi. À ce moment-là, ouais, ça valide quelque part ton hypothèse de départ que ça va servir à rien. Complètement. Ouais. Complètement. Okay. Donc, mais en même temps, je lâche quand même pas l'affaire parce que j'ai confiance en ce médecin qui me parle de ces techniques pour faire un travail de deuil et ce travail sur le corps. Donc je lâche pas. Et puis, forcément, j'ai des problèmes au vu de mes crises d'asthme. Je dors pas bien la nuit, je dors mal, je m'endors devant la télé, je me réveille à 2h du mat devant l'émission Chasse et pêche. Et puis, une nuit, je sais pas pourquoi, je tombe sur la rediffusion d'une émission sur une chaîne locale chez moi et je tombe sur... j'ai pas le son, donc je vois une nana qui me ressemble un peu de ma vie d'avant, qui a les cheveux courts, qui a une énergie, qui, je sais pas, sa tête me revient et je vois sur l'écran qu'elle est sophrologue. Il y a son nom, sophrologue, dans ma région. Et je me note ça sur un papier et je me dis, demain, je l'appelle. Et je ne sais même pas ce qu'elle raconte. Mais il se passe un truc. Donc, je prends rendez-vous avec cette femme, avec cette sophrologue. Et effectivement, il se passe un truc parce que tout de suite, je me sens entendue, je me sens écoutée. D'entrée, elle me dit, moi, je ne suis pas une spécialiste du deuil, mais on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et elle m'écoute, en fait. C'est la première à qui je dépose, après avoir déposé tout ça auprès de mon médecin, qui connaissait bien mon compagnon, qui me connaissait bien, ce que je ressens, ce que je vis, ma culpabilité, ce qui se passe au niveau physique. Et j'ai l'impression qui est pas dans le pathos, qui est pas dans le gnangnan, qui a pas peur de me poser des questions un peu directes et ça me plaît en fait. Et il y a une vraie connexion avec cette femme, donc je la vois 1 fois, 2 fois, 3 fois. À un moment donné, on travaille plus sur des techniques de respiration pour effectivement essayer de trouver des solutions au moins dans les premiers symptômes de mes crises d'asthme, de comment ça se passe. Qui sont en fait aussi des grosses crises de panique, des grosses crises d'angoisse. Je peux évoquer avec elle en toute confiance aussi ce qui se passe dans ma sexualité, mon intimité. Et bon, voilà. Donc, en tout cas, c'est la première thérapeute que je vois et avec qui je fais un chemin. Et je découvre la sophro aussi et je trouve ça vraiment super. C'est pas facile pour moi parce que ça s'entend peut-être dans mon énergie, dans ma façon de parler. Je ne suis pas une hyper calme, je ne suis pas Bouddha et je ne le serai jamais. Donc, c'est compliqué pour moi à l'époque d'être posée sur une chaise, de se laisser guider, parce que je suis en mode solution-réaction, quoi. Je veux tout de suite un truc, un résultat. Et je pense facilement à ma liste de courses ou à ce que m'attend Ouais, t'es vite dans le futur ou dans le passé, mais rarement dans le présent, quoi. Parce que je suis beaucoup dans un mode d'action, donc quelqu'un qui me dit tu vas te poser l'instant présent, tu te connectes à ta respiration, pour moi c'est un vrai apprentissage, c'est un vrai effort. Mais je lui fais confiance et je rame un peu et forcément mon esprit divague. Il y a des moments où je lui dis mais là je ressens rien, il se passe rien. Et à l'époque je suis vraiment que dans ma tête. Je suis coupée quand elle me dit comment tu te sens dans ton corps. Comment ça mon corps? Mais je vais bien. Mais en fait je suis pleine de douleur, j'ai mal partout. Et là je commence à réaliser ça en séance avec elle aussi. Que mon corps il est hyper tendu, hyper crispé, que je suis en mode combat, quoi. Vraiment. Donc, je fais tout un chemin avec elle. Et en même temps, en parallèle, dans la vie pro, accompagner des personnes, ça continue à faire sens pour moi. Et c'est quelque chose aussi qui me remplit, qui m'anime. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent les centres d'urgence, c'est vrai que certains jours, c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de moyens. On rame un peu. Il peut y avoir de la violence, mais il y a aussi des super
moments avec les gens, des vraies connexions, on est vraiment, et moi ça me porte, mais en même temps l'institution est pour moi lourde, manager des équipes ça commence à être lourd, à des moments je suis vraiment pas sympa, on va dire, méchante, voilà, où tu des histoires de planning, de budget, j'en ai rien à foutre parce que moi, j'estime avoir vécu un truc plus grave, quoi. Donc, ça me fait chier. Je me sens plus à ma place. En même temps, je fais le job. En même temps, il y a une reconnaissance des équipes, etc. Mais je me sens en décalé. Et il y a la sophro qui m'appelle. Je fais des stages. Il y a ce truc avec le corps que je découvre complètement et qui me plaît. Et je me dis, je vais changer de poste, je vais revenir sur un poste de travailleur social pour à mi-temps et puis comme ça à côté je vais profiter aussi, je vais prendre soin de moi, je vais encore approfondir le corps, les trucs. Enfin, c'est très flou, hein, j'ai pas de business plan, je me dis pas, je sais pas, mais il y a des trucs qui m'appellent. Je crois que ça, il y a un moment donné, je me suis dit de toute façon, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Au pire, ok, tu as moins de fric. Au pire, tu peux plus payer ton loyer. Au pire, tu es expulsé de ton logement. Bah, les centres d'urgence, tu connais. Faire le 115, appeler. Bon, au pire, tu meurs, quoi. Bon, j'étais un peu dans un truc comme ça, un peu extrême, mais une espèce de sensation de plus rien me fait peur et en même temps tout me fout la trouille. Enfin, il y avait ce deux sentiments assez, c'est assez contradictoire, quoi. Et en même temps de se mettre presque des fois en danger pour se sentir vivante. Je ne sais pas si je suis claire, mais ça parlera sûrement à des personnes qui ont vécu comme ça des moments assez violents et durs. Et donc, je vais voir mon directeur sans trop réfléchir et je lui dis, écoute, moi, je veux revenir sur un poste de travailleur social, je veux être à mi-temps, les postes d'encadrement, c'est plus pour moi. Donc lui, et peut-être que même je vais devenir sophrologue, je vais faire une formation, je lui demande en même temps un financement pour me former. Enfin, bon, tout ça est très brouillon. Et lui, il me dit, bon, écoute, Rachel, ta formation, je ne peux pas te la payer cette année, il faut attendre minimum 1 an. Être à mi-temps sur un poste de travailleur social, non, moi j'ai besoin de toi comme manager et tu fais le job et tu le fais bien, ok, donc voilà, donc au pire prends un congé sympathique d'1 mois, 2 mois, je comprends, puis tu reviens, bon ok, et puis tout ça me passe et je continue à bosser 1 mois, 2 mois, 3 mois et je lui dis non, il faut que je revienne le voir, je retourne le voir et je lui dis écoute, c'est soit un mi-temps, soit je m'entends lui dire, soit je démissionne. Et lui il me dit mais j'ai pas de job pour toi à mi-temps. Je comprends tous tes projets, devenir sophrologue, peut-être travailler dans le social avec la sophrologie, amener ça à des publics en précarité, mais je comprends. Et puis il me dit, de toute façon, si tu pars, je sais que tu vas trouver autre chose rapidement et ça sera vraiment con pour moi parce que j'ai pas envie que tu partes, mais... Mais voilà, ouais, donc, il ne savait pas te proposer autre chose, donc du coup, voilà, il est transparent à ce moment-là, quoi. Et moi, en fait, je sors de cet entretien, je me verrai toujours dans le couloir, la secrétaire de direction me voit et me dit « Ça va, Rachel ?» Et je dois être blanche, verte. Et je lui dis « Oui, je viens de dire que je vais démissionner, en clair. Je vais partir et que je n'ai pas de plan. » Donc, bon, les choses se font, je démissionne et effectivement, je retrouve très rapidement un mi-temps sur un poste de travailleur social où je dis à ma nouvelle directrice « Je vais... je développe un projet de sophro, pourquoi pas intervenir dans les institutions, auprès de femmes victimes de violences, auprès de réfugiés, amener cette dimension du corps auprès de publics en difficulté, travailler sur des projets avec des psys, etc. en complément, et à mi-temps, et puis pourquoi pas ouvrir un cabinet, et à côté, je continue à travailler à mi-temps chez vous, voilà, et ça va me porter jusqu'à la retraite, quoi. Parce qu'à l'époque, j'ai aucune idée de ça. Enfin, pour moi, c'est impossible de vivre de mon activité, de ce que je vais faire. Voilà. Donc, bon, bref, je me forme à la sophro. Je travaille, voilà, près de 2 ans, beaucoup dans des institutions où ça fonctionne, où c'est mes premiers clients. J'accompagne aussi beaucoup de travailleurs sociaux. Forcément, ils me connaissent. Le contact, il est là. On me fait confiance. Parfois, c'est moi aussi qui vais chercher des financements pour me payer sur mes propres projets parce que je sais comment aller chercher de l'argent, des sponsors, déposer des appels à projets.
Et puis, je décide aussi de me faire accompagner dans tout le développement de mon entreprise, de savoir comment tout ça peut se mettre en place. Et au bout d'un an, je démarre beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis au bout d'un an, alors à l'époque, je ne travaillais pas du tout sur le deuil, je crée un site internet avec du jaune pétant, avec moi qui ai à la banane, quelque chose d'assez dynamique, et où dans mon à-propos, je parle de mon histoire en fait. J'explique comment j'en suis venue à la sophrologie, je parle du suicide de Jeff, de notre histoire, de comment, voilà, comment j'ai avancé et comment je suis arrivée à la sophro et en quoi la sophro m'a aidée. Et puis, en fait, là, le truc auquel je ne m'attends pas, en fait, c'est que des femmes, je communique bien sûr sur mon site, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et là, il y a des personnes qui m'écrivent, notamment des femmes qui me disent, mais moi, merci de parler de votre histoire, merci de... Parce que moi, je vis la même chose que vous, en fait. J'ai aussi perdu mon compagnon d'un accident, d'un suicide, d'une maladie. Je rame, je trouve que c'est un sujet tabou, merci d'en parler. Et puis, moi, je veux me faire accompagner par vous, quoi. Donc, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Et moi, je suis pas dans du tout là-dedans. Donc, au début, je réponds par mail, par Messenger, très poliment, en disant... C'est pas ton champ de compétence ou d'expertise ou voilà, je suis pas compétente, faites-vous accompagner. Elle me demande des noms de personnes, je sais pas qui leur conseiller parce que c'est un champ que je connais pas. Et des femmes qui sont de toute la France, et il y en a une, il y en a deux, ça commence. Et puis à un moment donné, je me questionne là-dessus parce que je sens en fait ce désarroi, je sens ce qu'elle me partage, ça fait écho chez moi. Je dis, mais je sais tellement ce que c'est et ça me serre le cœur vraiment de dire, je comprends, mais je te laisse au bord de la route parce que moi, j'ai fait un chemin, mais je sais pas trop comment j'ai fait mon chemin, mais je peux pas et je suis pas thérapeute du deuil, je peux pas t'aider, etc. Mais ça me questionne énormément. Et puis, à un moment donné, il y a une dame qui est à Marseille, dont je parle tout le temps, elle doit se reconnaître dans les podcasts ou dans les vidéos parce que je parle souvent d'elle, et qui m'écrit et qui, elle, insiste. Elle me dit, moi, je suis à Marseille, c'est toi que je veux que tu m'accompagnes. C'est une dame qui a perdu son mari d'un cancer et qui a l'impression de tourner en rond depuis 2 ans, qui a vu plein de thérapeutes, qui a fait de la sophro et ça ne marche pas pour elle. Mais toi, avec toi, ça va marcher, ça va m'aider, ça... Et je veux que tu m'accompagnes en visio, parce que c'était 2017, avant la Covid. On ne parlait pas du tout d'accompagnement en visio. Hein. Et moi, je connaissais un peu... En sophrologie en plus. Ouais, en sophro. Je connaissais un peu parce que, oui, aux États-Unis, à l'époque, Skype était beaucoup développé. C'était un outil. Mais en France, il y avait Zoom, Skype et tout. On en parlait peu. Ouais. Et à l'époque, je ne suis pas du tout équipée comme je suis aujourd'hui. Enfin, j'avais un ordinateur vraiment pourri. Enfin, et elle me dit en plus qu'elle a fait des séances de groupe en sophro, que ça n'a aucun impact sur elle, quoi. Donc, une pression d'enfer. Et je lui dis, écoute, on y va, je t'accompagne. Je ne sais pas ce qui va se passer. En fait, je suis hyper transparente. Je lui dis, je ne sais pas si ça va t'aider. Je ne sais pas si ça va m'aider parce que moi, je commence à faire tout un chemin et je me dis... je commence à aller bien, ma cicatrice, elle commence à s'apaiser, etc. Peut-être que ça va rouvrir des trucs tout pourris chez moi. Peut-être que je vais pleurer en pleine séance et ça va être le carnage et on va s'arrêter, mais on s'arrêtera si... Mais elle est tellement, elle, persuadée que c'est moi la bonne personne et que ça va l'aider et je lui fais pas payer. Je lui dis, OK, on y va. On teste, quoi. Plus comme un test. Une expérience. Ouais, une expérience pour toutes les deux, quoi, quelque part. Et je lui dis, j'espère que ça ne te fera pas trop de mal. Parce que je ne veux pas non plus faire du mal à cette femme. Et en fait, le deal, il est clair. Et si ça te fait du mal, on arrête tout de suite, quoi. Vraiment. Et je lui propose aussi d'être accompagnée par un psy aussi qui est spécialisé sur le deuil et qui va assurer aussi un filet de sécurité parce que moi, je n'ai pas envie de la ratatiner. Enfin, j'ai vraiment peur de lui faire du mal. Et donc, on commence le travail et là, alors déjà, la première séance, ça m'a fait sourire parce que premier exercice de sophro, en fait, elle, c'est la révélation, elle se sent bien et tout, alors que un truc assez bizarre. Et puis, à chaque fois que je lui dis un truc, à chaque fois qu'elle me partage
son histoire, qu'elle me parle de son conjoint, du lien, du manque, de ce sentiment de vide, de solitude, de perte de repères, de ne pas savoir où on en est, de la peur du futur, enfin tout ça, toutes ces thématiques autour du deuil du conjoint, de la peur pour ses enfants, de comment ils vont grandir sans leur père, parce qu'à l'époque, cette femme, elle a des enfants assez jeunes. À chaque fois que je dis un truc, elle me dit c'est ça, c'est exactement ça. J'arrivais pas à mettre de mots dessus, mais Rachel, mais t'as touché un truc et tout. Et je la vois prendre des notes et je vois qu'il y a une espèce de truc qui s'éclaire. Et alors oui, moi, j'ai beaucoup lu forcément par rapport à mon deuil parce que j'ai été chercher des choses chez Christophe Fauré, j'ai fait plein de références comme ça sur le deuil, j'ai lu pas mal de vidéos, mais je ne suis pas formée au truc. Je ne sais absolument pas comment accompagner des personnes en deuil à l'époque. Et je sens un truc qui s'éclaire chez elle. Je vois bien que concrètement, il y a des choses qui se mettent en place aussi, où il y a un espèce de mouvement qui se met en place en elle, où ça y est, elle passe à l'action, où elle utilise les outils, elle s'approprie un peu toute la boîte à outils que je propose pour traverser les vagues émotionnelles, pour comprendre des choses, et forcément, pour moi, c'est hyper valorisant parce qu'il faut être honnête, je dis oui, yes. Et moi, je me rends compte que je prends du plaisir à accompagner cette femme. Ce qui était quand même une belle surprise parce que je me disais non, je vais pleurer avec elle, ça va être le carnage. Et cette femme, grâce à elle, je fais un chemin aussi. Je fais un chemin aussi grâce à elle et je la remercierai jamais assez parce que elle, ok, ça l'a aidée, moi aussi, ça m'a aidée. Et je me dis, oui, ça fait sens. Et à l'époque, je me fais encore coacher. Et la coach à qui j'en parle, et je vais en supervision aussi avec une sophrologue. Et elles me disent toutes les deux, mais on sent que ça t'anime, on sent que, go, voilà, spécialise-toi aussi dans ce domaine-là, parce que tu peux apporter quelque chose, vraiment une plus-value énorme. Et forme-toi. Mais en fait, je freine, quoi. Et en plus, j'ai ce site où j'ai du jaune, où j'ai le sourire. Mais je me dis, mais moi, je ne veux pas des croix de cimetière sur mon site, je ne veux pas du noir et blanc. Et je ne veux pas tout changer. Ça va être un travail énorme. Donc, je laisse un peu mon site de côté. Et je me dis, voilà, je vais communiquer. Je vais un peu... je vais aussi me dévoiler parce que c'est ça aussi le truc, c'est que moi, j'avais été formée comme sophrologue. On ne parle pas de soi, on parle pas de son histoire. On ne mélange pas tout. Et en France, on est très comme ça par rapport aux thérapies. On fait bien la distance. Mais en même temps, je venais du monde aussi du travail social, où on va tutoyer les gens facilement, où on va être dans cette connexion avec les gens et on sait que chacun peut quand même rester à sa place. Et il y a cette fameuse distance, on parle beaucoup. Et petit à petit, en fait, je me décolle un peu aussi de la manière dont j'ai été formée, que ce soit en sophro, que ce soit sur le deuil, que ce soit avec les techniques d'art-thérapie, etc. Et grâce à beaucoup de coachs, de mentors, je sais que tu as interviewé Marie-Laure Tessette il n'y a pas très longtemps. Marie-Laure, ça a été une personne clé aussi dans mon histoire. Quand je dis guérir et pas trahir, elle m'a aussi libérée de ça, de dire c'est OK que tu parles de ton histoire et tu peux, grâce à ton histoire, libérer aussi la parole, casser ce tabou du deuil et t'apaiser et t'autoriser à être qui tu es. Vraiment, moi, ça a été un exemple et une vraie référence pour moi. Et voilà, je chemine comme ça. Et à un moment donné, voilà, j'expérimente aussi plein de choses. J'accompagne de plus en plus de femmes sur cette thématique du deuil. Et je me rends compte que moi, ça fait sens, ça m'enrichit, je sens que j'arrive sur un terrain un peu houleux parce que parler de la mort, parce que parler du deuil avec... en disant oui, en fait, le message, c'est oui, c'est la merde, oui, c'est violent. Et en même temps, il y a des possibilités d'ouverture, il y a des possibilités de transformation, parce que ce merdier-là, on peut le transformer en or, on peut redonner un sens à ça. Et si ça a été valable pour moi, ça va être valable pour vous, comme ça a été valable pour des millions de gens qui en témoignent dans des livres, dans des vidéos, une ouverture incroyable. Et de faire de quelque chose qui est insensé, de mettre du sens là-dedans. Alors oui, ça prend du temps, oui, c'est pas magique, mais on a le tout, ça va être de s'appuyer sur des ressources intérieures et aller chercher des ressources à l'extérieur. Et moi, je fais partie de ces ressources extérieures que je partage et
et que je donne aux autres de façon... Aujourd'hui, j'assume complètement la manière dont je le fais, qui n'est pas forcément académique, qui n'est pas, oui, qu'avec mon smile, avec mes lunettes de couleur qui pètent, avec mon énergie, mon front direct, ça ne plaît pas à tout le monde. Je ne corresponds pas à tout le monde et c'est OK. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des personnes, des femmes, et depuis que mon livre est sorti, depuis 1 an aussi, des hommes qui arrivent à moi et qui accrochent avec cette façon de faire-là, avec cette méthode-là, même si, bon, il y a... Il n'y a pas vraiment une méthode, mais, non, mais en tout cas, il y a un processus que tu je propose et c'est ce chemin-là, voilà, que j'ai fait. C'est un challenge, c'est un vrai défi parce qu'il y a eu des moments où je me sentais complètement décalée par rapport à des collègues qui travaillent autrement que moi, qui vont... mais aujourd'hui, voilà, il y a ce syndrome de l'imposteur. Qui t'es, toi, là? Ok, tu as vécu un deuil. Ok, tu as vécu un truc de violent, mais qui t'es, toi, aujourd'hui, pour accompagner d'autres personnes, même si j'ai pas moi, c'est une co-construction tout le temps avec mes clientes. C'est pas moi, je sais ce que c'est, je sais la pratique, je sais la théorie et je vais te dire comment il faut que tu fasses. Je ne sais pas comment il faut faire. Je ne sais même pas dire comment moi j'ai fait. Mais on va faire le truc ensemble. Je vais être là. Pour moi, c'est un peu comme si, et dans mon groupe, c'est comme ça aussi, on était tous les mêmes maillons d'une chaîne. Il y en a qui ont 4 ans, 5 ans de deuil. Il y a moi qui a 8 ans de deuil. Il y a des gens qui ont 4 mois de deuil. Et on est tous reliés les uns aux autres. Et c'est comme si on se connectait les uns aux autres. C'est un vrai puits d'humanité où les neurones miroirs là, fonctionnent, où l'un va dire un truc qui va faire effet sur l'autre et ça va cheminer. Il y a des déclics. Parfois, c'est presque magique parce que et ça, c'est pas évident. Ça a été un chemin aussi pour moi de l'assumer, d'aujourd'hui de travailler comme ça et de comprendre que être moi avec mon histoire, c'est pour ça qu'en intro, j'ai scindé les deux, mais je sais qu'aujourd'hui, tout est lié, le pro, le perso. C'est ce que je donne. Il n'y a jamais de surprise. Souvent, les gens ils me disent, quand ils me voient en séance gratuite, en visio, ils me disent, ah, mais c'est fou, t'es comme dans tes vidéos, c'est pareil. Ben oui, il n'y a pas de... c'est ça, c'est la même. C'est la même. Et quand je te vois, j'ai l'impression de te connaître. Alors moi, je ne les connais pas. Des fois, c'est assez déstabilisant, mais en tout cas, d'incarner ça et de montrer aussi que de toutes nos merdes là, qui nous arrivent dans la vie, de choses qui sont violentes, qui sont injustes, on peut tous en faire quelque chose. Moi, je ne sais pas, je suis OK grâce à cette histoire devenue thérapeute du deuil. Et thérapeute, c'est un gros mot. Genre, voilà. Mais tous, on va, ça paraît un peu bateau de dire ça, de dire on va en tirer du positif, mais c'est on est tous en capacité, moi j'ai vraiment foi en l'être humain, on est tous en capacité, même si c'est un défi, même si c'est un challenge, en tout cas d'en faire quelque chose et d'apporter au monde aussi quelque chose certainement de différent par rapport à ces épreuves et avec cette cicatrice qu'on va garder toute notre vie, cette cicatrice, elle fait nous qui on est aujourd'hui. Moi, cette cicatrice, elle fait de moi qui je suis aujourd'hui, clairement. Mais je te parle là aujourd'hui à l'instant T, je ne sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Alors, je ne veux pas inquiéter les gens que j'accompagne, mais peut-être que je fais complètement autre chose, que je vais devenir, je ne sais pas, artiste peintre, que je ne sais pas, j'en sais rien. Et que tout est possible aussi, que tout est possible. Et c'est aussi... le chemin, c'est de refaire confiance aussi à la vie, aux choses qui ne sont pas rationnelles, à notre intuition, à peut-être cette connexion, parler de la connexion au ciel, au défunt, qui nous guide tous les jours, aux signes, à tout ça aussi dans notre vie. Bon, là, je suis partie en live, je me suis... Oui, mais ça me parle et en même temps, j'ai une question, tu vois, comme tu disais au tout début de ton histoire où quelque part, tu as le docteur qui finit par te dire t'inquiète, plus tard, tu auras de la gratitude pour ça. Est-ce que là, aujourd'hui, tu en es au stade, là où avant, tu disais, mais quel con celui-là, qu'est-ce qu'il me raconte, n'importe quoi.
Et là, je t'entends parler du fait que tu as cette conviction profonde qu'on a tous la capacité de justement pouvoir faire quelque chose de sensé, d'une expérience qui nous est arrivée et qui nous a mis dans un état de chaos et de non-sens quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce message qui t'avait été donné à un moment où tu n'étais pas vraiment en capacité de le comprendre, de le vivre, de l'expérimenter et qui générait même chez toi de la colère, aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Alors, c'est vrai que j'ai dit, c'est assez marrant que tu me poses cette question parce qu'il n'y a pas très longtemps, je fais pas mal de lives sur ma page Facebook et je l'ai dit, j'ai beaucoup de gratitude pour Jeff et je le remercie beaucoup. Alors, ça fait réagir, hein, ça fait un peu polémique parce que dans les personnes qui me suivent, et c'est OK comme ça, on dit, mais c'est pas possible, je peux pas remercier mon compagnon d'être mort, quoi. Et en même temps, d'autres m'ont dit, je vois ce que tu veux dire. Et aujourd'hui, oui, j'ai vachement de gratitude pour lui. Sur sa vie terrestre, on va dire, il m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle. Il m'a aidé aussi à grandir en titre personnel. Et là, il continue aussi d'une autre manière, quelque part. Et la sortie du livre, ça a été aussi ça, parce que c'était plutôt lui qui avait la casquette d'une écriture facile, de prendre la parole en public facilement, de faire des conférences, etc. Et c'est vrai que j'ai eu un espèce de bug à un moment donné dans l'écriture du livre en disant mais c'est pas ma place, c'est lui qui devrait écrire un livre, c'est lui qui devrait aller diffuser ce livre et ça aussi, les personnes qui m'accompagnent, parce que moi je continue à me faire coacher, accompagner, parce que je pense que pour aider d'autres, il faut faire ce travail sur soi, pour moi c'est indispensable. Et en même temps, je me suis dit, c'est... Alors, je l'écris, j'ai pas écrit mon livre pour lui, j'ai écrit mon livre pour mes clientes qui me disaient régulièrement, mais Rachel, ce serait génial que tu écrives un livre, parce que tout serait dedans, tout ce que tu nous dis en séance, que tu serais dit dans le groupe, tout ce que tu dis dans les vidéos. Et comme ça, un peu comme un livre de chevet, on pourrait aller chercher les trucs. Voilà. C'est ça. Bon, ça flattait vachement mon ego, mais de là à passer à l'action, j'en étais loin. Et en même temps, à un moment donné, je me suis dit, j'écris ce livre pour mes clientes, mais quelque part, au fond, ça a été aussi une manière de presque lui rendre hommage à lui. C'est ça, et de dire, voilà, et de dire, je fais de ça aussi un objet, quelque chose de concret. Pour moi, ça a été un espèce de peut-être aussi un rite presque de passage, quelque chose à la fois d'aider les gens, parce que je sais très bien qu'un livre, ça coûte 20 euros, c'est accessible à tout le monde, on peut offrir ce livre, on peut le prendre dans une bibliothèque, ça peut circuler, et un livre, ça peut déjà être thérapeutique, ça peut déjà être aidant, et je le vois, il y a plein de gens qui m'écrivent en me disant, mais ça m'a tellement aidé. Et en même temps, moi, ça m'a aidé aussi à nouveau. Et moi, je le dis en toute transparence, quoi. Je ne vais pas faire the thérapeute, j'aide les autres et tout, mais on fait aussi les choses pour soi. Il faut être clair là-dessus. Et pour ça, ouais, j'ai beaucoup de gratitude pour lui parce que même dans l'écriture du livre où je me posais 50 000 questions en me disant mais qui tu te prends là, parce que mon syndrome de l'imposteur, forcément, il est réapparu parce que des bouquins sur le deuil, il y en a à what mille et pourquoi toi, petite Rachel Galerme, tu vas écrire un bouquin encore, un de plus? Qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Et en plus, lui, Jeff, il écrivait vachement mieux que toi. Donc, d'avoir réussi aussi à dépasser ça et de concrétiser ce projet-là, d'ailleurs, quand j'écrivais ici et quand je buguais sur un chapitre et que j'écrivais un chapitre de merde, je me disais, mais putain, mais si t'es là, mais aide-moi, quoi, envoie-moi la bonne phrase, le bon chapitre, fais quelque chose. Donc, peut-être qu'il a, ça, je pourrais jamais vérifier ça scientifiquement, il a aussi contribué à ce livre. Et oui, je le remercie vraiment du fond du cœur. Et tu vois, j'ai de l'émotion qui arrive quand je te dis ça parce que je pensais jamais, il y a 8 ans, dire un truc pareil. Et quand mon médecin m'a dit ça, à l'époque, j'ai de la gratitude, lui, à l'époque, pour son fils. Et après, on en a beaucoup parlé parce que c'est un médecin qui s'est ouvert aussi beaucoup à l'humanitaire, qui a voyagé énormément et qui ne l'aurait jamais fait s'il n'avait pas perdu son fils. Et donc oui, peut-être que dans les gens qui vont nous écouter, ils vont se dire oui, mais bon, c'est malheureux de vivre des trucs comme ça, si terribles, pour d'un seul coup s'ouvrir. Mais c'est vrai que moi, je le dis souvent, moi, ça m'a foutu un gros coup de pied au cul, vraiment. Ça m'a secoué, ça a été un tonnerre dans ma vie, mais pour me remettre d'équerre, le sens que je mets derrière ça,
c'est jusqu'à maintenant, oui, ok, tu savais que tu pouvais mourir un jour, tu savais que tes proches pouvaient mourir un jour, mais pour moi, c'était pour les autres, ça, c'était pas Ouais, pour c'est moi. ça. Moi, je me sentais presque immortelle et on est nombreux, nombreuses à vivre comme ça, en se disant, il n'y a pas longtemps, un copain, je l'ai partagé dans un live aussi, m'a dit, si un jour je meurs, j'aimerais bien qu'à mon enterrement, il se passe ceci, cela. Je lui dis, si un jour tu meurs. Et puis il m'a dit, ah ouais, je vais mourir un jour. Mais spontanément, c'est ça qui lui est venu parce qu'on se croit immortel ou on se dit ça va arriver un jour, mais j'y pense pas. Et je pense que Ouais. remettre cette conscience de la mort dans nos vies, ça nous rend tellement vivants. Moi, souvent, on me dit, mais je comprends pas que tu t'éclates à accompagner des veuves, des veufs, c'est un job bizarroïde. Mais moi, je me suis jamais sentie autant vivante que d'accompagner ces Mm. personnes, que de faire des projets avec elles, que d'aller en conférence pour parler de cette thématique-là. Et je le vois dans les conférences. Les gens viennent des fois à reculons et me disent, ouais, j'avais peur de venir à ta conférence parce que je dis, oh là là, je vais revenir, je vais être détruite, je vais pleurer, je vais être mal. Ben oui, il y a de l'émotion quand j'évoque certaines choses, et même de mon côté parfois. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je prends les gens dans les bras, on vit un moment, mais vraiment puissant, intense. Et tout le Mm. monde ressort avec le sourire, et il y a une espèce de légèreté, parce qu'il y a des choses qui ont été déposées, il y a des mots qui ont été mis sur ce qui nous préoccupe tous aussi. C'est une vraie question. La peur, souvent, de notre propre mort, parce qu'on est mal, parce qu'on a perdu un proche, mais ça nous renvoie à nous, à notre finitude, oui, un jour, pour moi aussi, ça va se terminer. Mais je ne sais pas ce qui va se passer après. Et ça amène aussi à des questions de spiritualité, est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois à cette vie après la mort? Est-ce que je crois que je vais me réincarner? Est-ce que je crois qu'il n'y a rien du tout? Qu'est-ce qui se passe aussi? Et c'est quoi le sens de la vie? Qu'est-ce que je fous sur cette terre? Ouais, c'est ça. Des Ça questions, soulève une plein. dimension même, c'est ça, des questions vraiment existentielles. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu disais, c'est que le paradoxe là-dedans, c'est que dans nos sociétés, en fait, finalement, à moins d'être vraiment en contact, comme tu as pu l'être dans les services d'urgence ou quoi, d'être au quotidien en contact avec la mort, la maladie, ce genre de choses-là, dans nos sociétés, on est quand même très sur du tabou, sur la maladie, sur la mort. C'est comme si c'était voilà le Covid. Enfin, quand on a vu toutes les peurs qui sont revenues et toutes les réactions, voilà, je veux dire au niveau global, c'est-à-dire à quel point en fait un sujet qui est tellement dans la vie. Enfin, je veux dire, la mort fait partie de la vie. Quand on sait qu'à un moment donné, enfin, on peut mourir, quoi. Mais on peut. Donc, comme tu dis, il y a comme une dimension de ouais, on peut, mais ça arrivera, tu sais, quand j'aurai 100 ans, tu vois. Comme un truc très, très hypothétique et très lointain, alors qu'en réalité, ça peut, voilà, d'une seconde à l'autre, ça peut arriver. On connaît tous, ou toutes, je pense, au moins une histoire un peu comme ça d'un copain qui décède jeune, d'un enfant qui décède jeune, enfin bref, de personne qui est là, la seconde d'après, elle n'est plus là. Enfin, il y a tellement, tellement. Mais c'est des sujets qui sont très fortement chargés émotionnellement, où finalement, il n'y a pas tant d'espace que ça pour en discuter. Et donc, quand tu me dis, ouais, voilà, typiquement, les gens viennent en conférence, mais une envie d'y aller par curiosité, mais en même temps, tellement peur d'avoir mal, d'être confronté à ces peurs, parce que ça demande du courage, d'agir avec le cœur, hein, dans la dimension du courage, c'est ça. C'est agir avec le cœur en disant, OK, j'y vais, même si ça fait peur, quoi. Et donc, toi, tu leur permets de se déposer, oui, de déposer leurs émotions et puis, tu sais, d'entrer en résonance. Comme tu disais, il y a tellement peu d'espace finalement où ça peut être dit sans que ce soit. Parce que là, tu parles de, voilà, il y a quand même une forme d'isolement qui se crée auprès de la personne qui est en deuil. Moi, j'ai l'impression parce que c'est un peu comme si la personne qui est dans le deuil, ben oui, comme tu dis, elle, tout le monde est là-haut, la pauvre, quelque part. Il y a une forme je sais pas, d'environnement qui va être là-haut, la pauvre. Mais bon, on va pas trop s'attarder non plus là-dessus, quoi. À un moment donné, on va te dire, OK, ma cocotte, il est temps de te remettre, tu sais, Exactement. allez, ressaisis-toi, quoi. Ouais. Un peu comme quand tu es en colère et quand tu dis calme-toi, c'est super efficace. Mais tu vois, c'est ce genre tu vois, de maladresse-là. Et avec des espaces comme ceux que tu crées, ben, j'imagine que les personnes peuvent se sentir enfin, comme tu disais, toi, la première, pas la première, mais la deuxième finalement, la première personne où tu as eu l'impression de vraiment être écoutée, elle t'a Mm, pourtant dit qu'elle n'était pas spécialiste du deuil, mais elle t'a vraiment écoutée. Et c'est une mm. qualité, mine de rien, qui est pas si commune. Donc, je sais pas quel est ton ressenti par rapport à ça.
Non, c'est sûr que effectivement, on vit comme si on n'allait jamais mourir, on vit comme si nos proches n'allaient jamais mourir un jour. Et on a peur d'en parler. Et en plus, il y a ce truc, si on parle de sa mort, si on parle aux gens, des personnes qui sont plus là, il peut y avoir une espèce de peur de contamination presque, des fois. Ouais, c'est ça. M'attirer le mauvais œil. Voilà, c'est ça. Je vais quand même pas on va plomber l'ambiance si on parle d'un tel qui n'est plus là et tout. Et le pire pour les personnes endeuillées, c'est vraiment le silence. Donc, être maladroit, c'est une chose, mais des fois, je dis aux proches, vaut mieux être maladroit que de rien dire. De faire comme si... Dites aux gens, écoute, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi faire, mais je pense fort à toi et tiens, il y a eu... j'ai croisé, je sais pas, j'ai vu un truc, ça m'a fait penser à ton fils qui est décédé il n'y a pas longtemps, j'ai une pensée pour lui. Oui, peut-être que la personne, vous allez lui partager ça, elle va fondre en larmes. Mais n'ayons pas peur des larmes. En plus, on est quand même des êtres humains, il faut le rappeler. On n'est pas des robots, on n'est pas en pilote automatique. Tout le monde veut contrôler ses émotions en mode contrôle et surtout pas pleurer parce qu'il ne faut pas que je lui parle de son fils parce que ça va lui rappeler que son fils est mort. Mais elle y pense 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tu ne vas pas lui rappeler quoi que ce soit. Au contraire, tu vas nommer son fils, tu vas lui... nommer son prénom manière, et tout. Et c'est... oui, on sait pas, on sait pas faire. Donc, comme on sait pas faire, on se dit, je vais rien dire. Je vais pas téléphoner, je vais pas faire de SMS, je vais rien dire. Et forcément, le deuil, oui, ça isole. À la fois, on a besoin de temps seul, de temps où on va se rouler dans sa souffrance, ou être dans son canapé, on va pleurer, on a des moments où on a besoin de temps d'introspection, même après dans la phase de restructuration, de reconstruction, on a aussi besoin de moments de seul, mais on a aussi besoin de soutien. Le deuil, il se fait aussi au regard d'une communauté, au regard de sa famille, de proches, de la société. Et ça, c'est important. C'est d'autant que tous les groupes dans lesquels on fait partie, souvent, ils sont mis à mal. Et le groupe, on a oublié, mais quand on était enfant, en fait, le deuil, c'est une crise identitaire. Et notre identité, on l'a construit sur le groupe. Quand on était enfant, c'était la famille comme groupe, ensuite l'école, les amis, les collègues de travail. Donc, tous ces groupes-là, ils sont mis à mal. Donc, nos identités, là, elles sont mises à mal. Donc, souvent, moi, c'est ce qui se passe dans mon groupe. C'est pas pathos, par exemple, d'aller dans un groupe de personnes endeuillées. On se dit, oh là, c'est glauque, parler tout le temps de ça, de la mort et tout. Mais en fait, c'est hyper puissant parce que les gens s'autorisent à déposer leur vulnérabilité. Il y a aussi beaucoup de moments de joie. Ça étonne toujours. Moi, dans mon groupe, ça rigole aussi énormément. Il peut y avoir des fous rires. Et cette identité-là, on se reconnaît. Donc, il va y avoir une identité de groupe de personnes endeuillées. Ça va aider les personnes 1 an, 1 an et demi. À la fois, le deuil, ça n'existe pas, le statut d'endeuillé. On n'est pas endeuillé toute sa vie. Moi, aujourd'hui, je ne me considère plus comme endeuillé. OK, j'ai été en deuil, j'ai cette cicatrice, mais je ne me considère plus comme endeuillé. Ce n'est pas un statut, ce n'est pas une étiquette qu'on va avoir sur le front. En même temps, un groupe comme ça peut aider à... Et dans le groupe, rapidement, moi, je me sais, les personnes elles me disent, je vais venir dans le groupe. Et Rachel, mais... Il y a cette fausse croyance de dire plus je vais en parler, plus je vais être triste en fait. Et c'est l'inverse. Plus j'en parle, plus je partage, plus je norde la personne avec des temps. Là, ça va bientôt être la Toussaint, Noël, faire une place à la personne qui n'est plus là. Même s'il y a des larmes, c'est pas parce que plus je pleure, plus je suis dans le vécu dépressif du deuil. Non, plus je pleure, plus je me libère. Et plus ça m'apaise. Et c'est vrai que ça, il y a dans ce que tu disais, oui, vite, il faut tout faire vite. Alors, on est dans une société où tout va vite, vraiment. Et là, en fait, on n'a pas le choix. Des fois, il y a des gens qui me disent, je viens chez vous parce que je veux que ça aille vite et je veux plus souffrir. Mais moi, ça, je ne sais pas faire. C'est ça que c'est pas possible. On va accompagner cette souffrance, ouais. On va l'accompagner, on va la nommer. Je vais vous donner des petits outils, effectivement, pour exprimer les émotions, pour traverser les vagues émotionnelles, pour que tout ça soit contenu. Mais vous allez la traverser. C'est vous qui allez la traverser.
Et on ne va pas pouvoir en faire l'économie. Parce que ça, pas d'accélération du processus naturel du deuil. Mais c'est la coupure sur ta main dont j'évoquais. Tu ne peux pas dire à ta main, allez, dépêche-toi, vas-y, dépêche-toi. Ça se fait inconsciemment. Alors oui, le travail de deuil, comme si on mettait des pansements, on arrache le pansement, ça fait mal, on remet un pansement propre. Ça, on accompagne cette blessure-là, mais on ne va pas faire l'économie de la souffrance. En fait, la souffrance, c'est quoi? C'est l'écart entre ce que j'aimerais qu'il soit. J'aimerais que cette personne ne soit pas morte, j'aimerais que cette personne soit vivante. Et la réalité de la perte, elle n'est plus là. Donc, la souffrance, c'est ça, c'est cet écart-là. Et on va accompagner cette souffrance-là pour réduire cet écart au fur et à mesure. Donc, mais on va pas... et puis, c'est tellement souterrain. C'est un peu comme... Moi, je donne souvent l'image des paysans qui sèment du blé là au mois de... Alors, je ne sais jamais, l'autre jour, je me suis fait reprise par un agriculteur, parce que je ne connais pas bien les dates, mais on va dire novembre où il sème, ça ne doit pas être septembre. Il va semer son blé... octobre, novembre, décembre, il ne se passe rien. Tu vois rien à la surface de la terre. Ça ne pousse pas, il ne se passe rien. Mais en souterrain, l'agriculteur, le paysan, il sait bien que c'est en train de pousser. Il sait bien que c'est en train de faire des racines, de germer, etc. Mois de janvier, il ne se passe rien, mois de février non plus. Et puis, au mois de fin avril, début mai, il commence il y a une petite graine qui sort, il y a une petite feuille qui sort, une petite tige. C'est ça, en fait, le travail de deuil. Il se fait en souterrain, il se fait en profondeur. Et d'un seul coup, il y a un petit truc. Donc, c'est aussi de continuer à garder confiance en ce processus de deuil qui est là. Et moi, c'est ça souvent que je fais, mon job, c'est de rappeler ça, c'est de maintenir cette confiance, de ce cadre-là aidant qui accompagne. Mais on ne va pas pouvoir aller... Pour ça, ça ne sert à rien de dire aux personnes, il faut que tu tournes la page, faut que... Ça fait partie de vous avez partie de votre histoire, de votre corps, c'est une transformation, c'est une métamorphose, le deuil, vraiment. Oui, parce que comme tu dis, c'est faire... Finalement, c'est le deuil, c'est vraiment laisser une partie de nous, une partie de notre vie, ou en tout cas de ce qu'on pensait dans cette projection, ce fantasme de non, la mort, c'est loin, etc. Puis la réalité vient confronter ce truc qui était pour les autres, qui était, tu vois, genre très loin. Puis là, bam, la réalité, la dure réalité, du coup, nous vient au plein visage. Et puis, c'est comme tu disais, c'est un travail de reconstruction, OK, à partir de là, qu'est-ce que je décide de refaire, comment je redonne du sens. Et je serais curieuse, du coup, tu vois, de voir par rapport à ton expérience et à la manière dont tu accompagnes aujourd'hui les personnes qui sont dans ce processus-là. Mon observation, c'est qu'il y a comme différents processus de résilience, de comment se reconstruire après un choc quel qu'il soit. Toi, dans ta manière de toi réagir, même si j'ai déjà des pistes, vu ce que tu nous as raconté de son histoire, mais toi, dans ta façon de réagir, ou dans ton observation, il y a ta façon de réagir, on va même profiter de l'occasion, tu as ta façon à toi de réagir, et puis la façon que tu observes, il y a peut-être une autre stratégie de résilience que tu as pu observer en disant, il y a comme une, deux ou trois voies, enfin après, on a tous nos processus différents, mais je pense qu'il y a quand même, tu vois, des grandes étapes ou des grands points, des points communs. Déjà, toi, comment est-ce que face à l'adversité, on va dire avec un grand A, comment est-ce que tu as tendance, toi, naturellement, à réagir et à rebondir et te reconstruire? Un vaste sujet. Moi, je crois que c'est un moment. La première étape, c'est un moment donné de reconnaître, en fait, reconnaître que je suis un être humain, c'est difficile, je suis larguée, je suis paumée, je ne sais pas où j'en suis, et c'est OK avec ça. Et je suis vulnérable. Et pour moi, la vulnérabilité, c'est aussi une force, d'un moment donné, une force aussi d'intelligence. Et moi, je le vois tous les jours quand les personnes arrivent à moi et de dire une espèce de petite flamme à l'intérieur de moi qui est toute fragile. Là. Je sens qu'il y a un truc que je protège là vraiment, mais je reconnais que je suis à la ramasse et je suis perdue et je reconnais, il y a une espèce d'authenticité avec mes émotions. Je reconnais que
je reconnais que ça va pas et c'est déjà reconnaître ça parce qu'on peut être dans le truc non, tout va très bien et moi j'ai besoin de personne des fois on m'écrit ça, c'est super vos vidéos, mais moi je fais mon deuil toute seule. Ok, mais moi, pour moi il y a autant il y a autant de chemins que de personnes en fait, forcément. Mais c'est vrai que dans ce que je vois, il y a cette étape de je reconnais que je suis à. Des fois, c'est 4 mois de deuil, des fois, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois, 5 ans. Moi, j'ai déjà accompagné des personnes qui ont 5 ans de deuil. Je reconnais que là, il y a un truc qui bloque, il y a un truc, je ne sais pas, je suis paumée. Donc, déjà, la première étape, c'est je reconnais ce qui m'arrive. Mais en même temps, derrière, j'ai espoir que je ne vais pas tout le temps être dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce que je fais c'est aussi aller demander de l'aide concrète. Mais l'aide concrète, ce n'est pas forcément un thérapeute, mais dire à ses proches, ben là, je suis à la ramasse, j'ai besoin que tu m'aides à faire les courses, je veux que tu me prennes les enfants 2-3 jours pour souffler. Reconnaître, en fait, sa douleur et savoir que je ne vais pas comme ça toute ma vie comme ça, mais je reconnais. Moi, je trouve que c'est la première étape d'être honnête avec soi-même. Ouais. Vraiment. Que, dans ce que tu disais aussi, et même avec l'exemple de la dame là, dont tu parlais, mais dans la première phase, quand tu disais, tu es en pilote automatique. Donc, il n'y avait pas de reconnaissance de ce qui était. C'est qu'à partir du moment où tu disais, il y avait un sentiment d'urgence qui a commencé, enfin, la souffrance était telle que du coup, tu dis, bon, bah là, je veux quand même, comme tu disais, on m'aurait dit d'aller à Lourdes, j'aurais été. Donc la première phase, c'est ça, c'est l'acceptation finalement de sa vulnérabilité, de son désarroi, de ses émotions. Enfin, c'est la première phase finalement, c'est accepter que bon bah là peut-être que ça va pas aussi bien que ce que je voudrais me raconter en mode. Tu parlais du mode warrior et tout. Ouais, non c'est bon, je peux faire seule, je vais m'en tirer, tout passe, mais un peu dans la force comme ça. Alors que là, il y a un moment où on dépose les armes. Et qu'on se dit, bon, bah là, en fait, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin, et quelle qu'elle soit, l'aide, finalement, j'ai besoin de soutien, ou en tout cas reconnaître qu'on n'est pas dans une posture de combattante, mais plus dans une posture de, bon, bah là, j'ai un peu morflé quand même. C'est quelque chose comme ça. Ouais, et ça veut dire aussi être moins dans l'action, mais d'être plus j'ai le droit aussi de prendre soin de moi. C'est ça. J'ai le droit aussi ce qui m'est arrivé, c'est pas anodin. C'est pas être dans le drama queen, c'est terrible, voilà. Ouais. Mais c'est pas anodin et c'est reconnaître vraiment ça. Ensuite, moi, je trouve que c'est important de comprendre ce processus de deuil parce que pour lui faire confiance, pour savoir qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas folle, c'est aussi de comprendre ça. Donc, avec des lectures, avec peut-être des vidéos, avec mon livre, avec ce que vous voulez, mais de comprendre comment ça se passe et que c'est un processus qui est intime, effectivement, mais qui est tellement universel. En lisant des témoignages de personnes qui sont passées par là aussi. Et de reconnaître ça. Après, il n'y a pas de méthode, mais moi, c'est sûr que de reconnaître ça en toute... en toute authenticité, de comprendre comment se passe le processus de deuil, d'avoir des repères, de savoir où on en est dans notre deuil, d'accompagner ce corps qui morfle aussi, parce que souvent la voie royale, et particulièrement en France, on envoie tout le monde chez le psy, alors c'est super, moi je travaille avec beaucoup de psys, mais quand ils sont aussi formés sur le processus de deuil, parce que si on leur dit, comme l'entourage, bon, maintenant c'est bon, ça fait 1 an, maintenant tu vas te bouger le cul et c'est pas normal, et il y a un problème, il y a une pathologie. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent en me disant, j'ai un deuil pathologique parce que ça fait 1 an et demi et que je suis pas bien. C'est pas un deuil pathologique, c'est un deuil. Point barre. Le deuil pathologique, il y a 5% de la population qui a un deuil pathologique. Souvent, c'est des gens qui avaient déjà une pathologie psy au départ. Donc, c'est vraiment de savoir aussi à peu près où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui se passe dans ma psyché, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Donc ça rassure énormément. Et OK, je suis normale, je ne vais pas être dans cet état tout le temps, toute ma vie. C'est ça. Et même s'il n'y a pas de recette magique,
il y a des choses qui aident, il y a des rituels qui aident. Moi, je les impose pas aux personnes. On réfléchit ensemble à partir de qui ils sont, de quel mode de vie ils ont, comment ils peuvent faire. Des rituels qui vont être aussi des repères comme ça au quotidien. Et puis, le deuil, c'est une remise en mouvement, en fait. On se remet en mouvement pas à pas, étape après étape. Donc, qu'est-ce qui pourrait t'aider dans ta vie quotidienne? Ben, tiens, avant, je faisais ça, ok. Avant, je sais pas, moi, ce qui m'éclatait, c'était aller voyager avec mon conjoint. Ben, il n'est plus là. Ben, les voyages, pour moi, c'est mort, quoi. C'est fini, je veux plus. Mais je vois bien que ce qui m'attire aujourd'hui, parce que quand on est en crise identitaire, il y a aussi des trucs qu'on va lâcher, qu'on faisait avant, qui nous faisait vibrer avant, et on se dit, non, la musique, ça me faisait vibrer, ça me fait plus vibrer. Dessiner, je peignais. Moi, j'ai plein de clients qui me disent, mais moi, je peignais, mais voilà, je faisais ça m'intéressait, maintenant, ça ne m'intéresse plus. Et qui vont se redécouvrir aussi, qui vont expérimenter. Moi, j'encourage beaucoup mes clients à expérimenter des choses. Et dans le groupe, c'est sûr, il y en a une qui va... des fois, c'est un peu, ils se contaminent entre eux. C'est, j'ai essayé les arts martiaux, le truc improbable. J'ai essayé ça, ouais, ça m'a trop éclaté. Je pensais jamais que j'ai essayé la danse du ventre, donc un truc où j'ai d'expérimenter de nouvelles choses, parce qu'on dit beaucoup, je me reconnais pas, je sais plus qui je suis. Je ne sais plus qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que... moi, dans les personnes que j'accompagne... Vraiment la crise identitaire profonde. Mais quoi. oui, c'est que parce tous les repères sont chamboulés. Sont brouillés. Explosés, quoi. Ouais, c'est ça. Explosés. Et en plus, souvent, moi, dans les personnes que j'accompagne, il y a cette identité de couple qui était forte. Et OK, il y avait cette identité de couple. Maintenant, je suis toute seule. Mais c'est quoi mon identité à moi aujourd'hui, toute seule Seule. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'aime? OK, avec mon mari, on aimait ça. Avec mon chéri, on faisait ça. Mais moi, maintenant, je suis toute seule. Il y a aussi une cliente me disait il n'y a pas longtemps, il y a une espèce d'espace de liberté qui s'offre à moi, mais je culpabilise aussi parce que je vois qu'il y a plein de trucs, ok, mais je culpabilise de ça, il y a cette envie aussi. Donc, d'expérimenter des petits trucs, et ça peut être aller prendre un café en terrasse au soleil toute seule. Des fois, c'est un vrai défi. Moi, dans mon groupe, je leur lance des petits défis toutes les semaines. Cette semaine, par exemple, c'était d'aller marcher 2 fois dans la semaine pendant 30 minutes seule. Même pas avec son chien, etc. C'est seul. Et qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? Et partagez ça dans le groupe Facebook avec des photos. Mais ça a été aussi, cette semaine, le défi de la semaine, c'est d'aller au resto toute seule. Manger toute seule. C'est des choses qu'on ne fait pas forcément seule. Moi, avant, j'ai des trucs que je ne faisais pas. Jamais. Ou de dire... donc, de réexpérimenter des petites choses, à la fois de prendre soin de son deuil, de son traumatisme, mais aussi de tenter comme ça, à son rythme, sans... une fois, une cliente disait dans le groupe, moi, c'est un peu comme si je montais une montagne avec des tongs, quoi. Donc, c'est hyper douloureux. Et à la fin de la journée, je me dis, yes, une journée de plus. C'est OK. Et on va chacun, il n'y a pas... Parce que moi, quand je parle souvent, les gens me disent, oui, mais toi, Rachel, mais moi, je vous parle de mes 8 ans de deuil. Il y a 8 ans, je ne t'aurais jamais dit ça. J'étais incapable d'avoir ce recul, j'étais à la ramasse. Il n'y a pas longtemps, sur ma page Facebook, j'ai posté une photo de moi à l'époque aux États-Unis. Oui, j'avais 10 kilos de moins, j'avais un regard... un peu trouble, vide, un sourire forcé. Et en fait, le chemin, pour moi, il a été aussi lent, il a été long. Là, moi, j'ai raconté mon histoire en version accélérée, version TGV, quoi. Mais ça n'a pas été un truc... un long fleuve faut le dire. Ouais, on est mais il faut le redire, parce que souvent, on voit des articles, des choses, on a l'impression que c'est facile pour les autres. Mais non. C'est ça. On fait 3 pas en avant, on recule de 2 pas, on fait une prise de conscience, il y a un truc qui s'ouvre. Souvent, pour moi, et notamment le deuil du conjoint, mais tous les deuils, c'est comme ça, j'en parle dans le livre, c'est comme un artichaut, quoi. Au cœur, il y a le deuil de, ok, la personne que j'ai perdue. Mais après, il y a le deuil d'un couple, il y a le deuil d'une famille, il y a le deuil d'une situation financière, il y a le deuil d'un statut social, il y a des fois le deuil d'une maison à faire, il y a le deuil pour ceux qui ont et celles qui ont des enfants, accompagner ces enfants. Donc, c'est énorme. C'est un truc... et c'est vrai que moi, je ne suis pas dans le drama, dans le truc... mais en même temps, il faut avoir conscience que ça ne peut pas se régler en 3 jours ou en 1 an.
Bien sûr qu'en un an, on avance, on chemine, mais il y a plein de choses qui arrivent, et il y a la vie aussi autour qui reprend, aller bosser, accompagner les enfants à l'école, préparer les fêtes, les trucs et tout. Donc, c'est pas un truc qui se fait en claquement de doigts. Ça se fait par petites touches, c'est lent, c'est long. On voudrait aller vite, on voudrait que la souffrance s'arrête rapidement, souvent. C'est ça. Et il y a tout ce chemin d'acceptation qui est souvent un gros mot aussi pour les personnes. Il y a des gens qui me disent j'accepterai jamais. Ben, moi, je mets 2 niveaux vraiment dans cette acceptation. Moi, par exemple, j'ai jamais accepté que Jeff se suicide. Pour moi, ça restera un truc moche et vraiment injuste pour plein de raisons. Et en même temps, en parallèle, j'ai accepté d'avancer dans ma vie, de faire avec cette réalité-là. De dire à un moment donné, je m'autorise à retomber amoureuse, c'était important pour moi aussi, et de m'autoriser à rééquilibrer ma vie, à réajuster, à revenir dans la vie en fait. Mais en même temps, je trouverais toujours ça injuste et violent, cette mort-là. Donc, c'est pas et ce chemin-là, à nouveau, j'en parle 8 ans après, mais vous allez rencontrer des gens aussi qui peuvent vous. L'idée, c'est aussi, moi, quand j'accepte de faire des podcasts comme avec toi, Sandra, ou des vidéos, des interviews, des articles, ce matin, j'étais à la radio, j'étais très contente. C'est aussi de diffuser un message d'espoir. Ouais. Parce que oui, c'est noir et oui, c'est terrible ce qu'on peut vivre dans un deuil. Et toi, tu interviews aussi des gens qui vivent des épreuves comme le viol, comme des agressions, comme des choses vraiment violentes. Mais on voit aussi qu'on est des millions à vivre ce chemin de résilience. Et que ce chemin de résilience, oui, il s'apprend. Et parfois, ça va être juste avec une personne, parce que tu parlais d'isolement, de solitude. Souvent, les gens me disent, mais moi, mes amis se sont barrés, c'est le désert. Et souvent, il y a aussi des nouvelles personnes qui arrivent. Il y a des nouvelles personnes qui tendent la main. Et il suffit d'une personne. Donc, ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, ça peut être un prof, ça peut être le voisin de palier, ça peut être... mais une personne qui va être là sur la durée, avec qui on va tricoter en fait cette résilience, qui va pas vouloir nous sécher nos larmes à tout prix et qui va pas vouloir dire ça va aller mieux, ça va aller mieux. Non, j'entends ce que tu dis, ça va être terrible ce que tu vis, mais en même temps, je suis là, je suis juste là pour les proches. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter. Des fois, on m'appelle, on me dit mais qu'est-ce que je fais? Ma sœur a perdu son enfant, je sais pas comment l'aider, Rachel, je sais pas, je me sens tellement impuissante. Mais tu vas l'aider concrètement, peut-être que tu vas aller lui faire les courses, peut-être que tu vas aller lui faire à manger, tu vas faire ses carreaux, tu vas être juste là, il n'y a pas besoin de grands discours, tu vas la prendre dans les bras, tu vas pleurer avec elle, et ça va être tellement aidant. Mais fais-lui confiance, elle ne va pas être dans cet état de souffrance toute sa vie aussi. Et elle va cheminer, et cette résilience-là, pour moi, elle est accessible à toutes et à tous. Il faut y croire un peu, c'est sûr, et être entouré aussi. C'est sûr qu'être entouré par des gens qui ont fait ce chemin, qui ont ouvert cette voie, qui peuvent témoigner de ça, moi je trouve, alors c'est peut-être personnel, mais j'entends aussi beaucoup de mes clients le dire, c'est aidant, c'est aidant, c'est aidant, c'est porteur, ça peut être apaisant, et ça, même de lire des fois, il y a un monsieur qui me confiait ça l'autre jour, où il a lu des témoignages de personnes, alors il y en a encore quelques-uns qui sont vivants, mais qui ont vécu par exemple dans les camps de concentration et qui ont été rescapés, qui témoignent aussi cette résilience-là. Et moi, je trouvais que je ne me serais jamais permise de conseiller un livre sur les témoignages de rescapés de camps de concentration. Mais lui, il me disait, moi, ça m'a vachement aidé de voir tout le chemin que cette personne elle a fait, et que ce monsieur écrive ce livre et dise, c'était l'horreur ce que j'ai vécu. Mais en même temps, je suis debout, et il y a une force de vie qui s'est dégagée de ça. Et ça peut paraître un peu plat et un peu
mais je pense que ça fera écho. Quand tu l'as vécu, ça fait écho autrement que... C'est comme, tu sais, cette phrase sur les réseaux sociaux qu'on voit. Moi, pendant longtemps, je voyais ça et je trouvais ça un peu bateau. C'est une espèce de proverbe, de proverbe, je ne sais même pas qui il est. C'est les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Ben, il y a 10 ans, quand je lisais ça, ouais, ok, voilà. Mais aujourd'hui, ça me parle tellement. Mmh. Et oui, ça nous ouvre sur une autre dimension, ça nous ouvre sur la spiritualité, ça peut être aussi hyper aidant pour une reconstruction. Moi, je crois que cette résilience, on la fait pas seule. On a un chemin intérieur à faire seul, mais on l'a fait aussi avec des personnes qu'on va croiser sur notre route, qui vont nous présenter d'autres personnes et qui, ce contact humain, la confrontation aussi aux autres, elle est aidante aussi dans une résilience. Il y a pas à se comparer parce qu'on est tous à des rythmes, à des chemins différents, mais il y a à s'enrichir parce que pour les personnes endeuillées, en tout cas, il y a autant de chemins que de personnes endeuillées. Ouais. Et tout est valable, j'ai envie de dire, dans le deuil. C'est répondre à ses besoins, écouter ses besoins, partager ses besoins à son entourage. Et il y a tout à créer, il y a vraiment... tout est possible aussi. Il n'y a pas de trucs bizarres. Des fois, on me dit, je fais ça, c'est un peu... Il n'y a pas longtemps, une dame racontait, son mari est décédé, elle a un petit garçon de 5 ans, et son petit garçon de 5 ans tient à ce que tous les mercredis, il monte il fait une sculpture, un truc en Lego pour son père qui va déposer sur la tombe. Et elle dit, la tombe est remplie de Lego. Elle dit, les gens, ils doivent se dire, cette famille est complètement folle. Et cette mère est complètement folle d'amener son fils de 5 ans au cimetière. Ben non, ce môme, il a compris son rituel à lui, c'est ça, et c'est aidant. Et en aucune mesure, ça l'apaise, ça l'aide. Il a très bien compris que son père était là. Et pour lui, c'est aidant. Et d'ailleurs, quand il sort du cimetière, il dit toujours à jamais, moi je suis super content d'avoir donné, je suis super content d'avoir donné ça à papa, avoir fait ce truc en Lego, c'est pour lui. Et peut-être qu'un jour, il en aura ras-le-bol, au bout de quelques mois, il n'aura plus besoin de ce rituel-là. Mais nous, les adultes, on ne s'autorise pas à ça. On ne s'autorise pas à ça. Bon, il y a plein de gens qui me confient, qui me disent, mais moi, tous les jours, je parle à mon conjoint à voix haute. Et ça, c'est aidant d'avoir une photo de celui qui n'est plus là, d'installer dans sa maison une petite table avec une bougie, de parler, de raconter sa journée. C'est pas un truc tordu et tout. L'expérience montre que c'est un rituel sécure qu'on va mettre en place tous les jours au quotidien et qui est apaisant. Et c'est intéressant parce que tu vois, moi, ça me fait penser à tu vois, tous ces rituels ou cette sagesse, on va dire, universelle, hein, parce que comme tu parles, le sujet de la mort, en fait, est universel. Mais tu vois, au Mexique, typiquement, ils ont un rapport à la mort qui est complètement différent. On va avoir des hôtels, effectivement, dans les maisons pour honorer nos ancêtres, etc. Oui, ils sont morts. Et c'est pas un truc glauque, c'est pas un truc, oh là là, t'es en train de ressasser, je sais pas quoi. Non, c'est honorer la mémoire de nos défunts, leur faire des offrandes, etc. Donc, et c'est vraiment cette notion que je trouve intéressante aussi que tu amènes, c'est cette notion de s'autoriser avec des rituels. On va être là, ouais, mais c'est pas très rationnel tout ça. Ouh là, je suis peut-être en train de perdre la. Tu vois, aussi cette peur du quand dira-t-on, ah là là, est-ce que c'est bien normal? Est-ce que je suis pas en train de devenir fou, folle? Et puis, ce que tu disais aussi avec le tout est possible, parce que pour moi, ben, le podcast, c'est OK, la résilience, le sujet de prédilection, on va dire c'est comme ça, mais je trouve que la résilience amène souvent à cette divergence, justement, à cette ouverture vers, ah ben tiens, à partir du moment où tu as fait ce processus, où tu as donné plusieurs ingrédients, hein, donc moi j'ai retenu, ben voilà, quelque part, il y a cette notion d'espoir. Si tu n'as pas l'espoir que demain ira mieux, que tout va passer et que finalement aussi, ce médecin qui te pose la question, est-ce que ta vie a de la valeur? Il te questionne sur cette question fondamentale de, OK, est-ce que tu as encore l'espoir que ta vie vaut la peine d'être vécue, quoi, quelque part? Est-ce que tu y crois encore? Et il t'oblige quelque part avec cette question-là à poser un choix par rapport à toi, tu vois, une sorte d'engagement.
Puis après, voilà, cette notion de choix, d'espoir, ce que je trouvais intéressant aussi dans ce que tu as amené, c'est vraiment cette notion de être soutenu, être entouré. Et là où parfois, il y a un vide qui se crée parce que, comme tu disais, allez, assez bizarrement, il y a un peu comme, oulala, on ne veut pas être contaminé, comme si la mort était contagieuse. Comme si on en parlait, c'est un peu comme dans Harry Potter, tu vois, celui dont doit taire le nom. Donc, si on ne le mentionne pas trop, il n'arrivera pas. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Donc, l'importance d'être soutenu, d'être entouré. Et donc, comme tu disais aussi, à partir du moment où tu acceptes ta vulnérabilité, et vulnérabilité en latin, ça parle bien de blessure. Hein, la vulnus et vulnerabilis, c'était ça. C'est-à-dire, OK, d'accepter qu'on a une blessure et qu'elle va prendre le temps, comme tu disais, pour guérir, faire confiance au processus. Avoir, moi je vais mettre ce mot-là, mais avoir de la foi et hors Ouais. croyance religieuse et tout ça, mais garder cet espoir ou cette foi que demain ça ira mieux, que si je fais confiance à mon rythme, mon tempo, mon cycle naturel de guérison dont tu parlais aussi, de dire, voilà, pas vouloir aller plus vite que la musique. Et aussi cette dernière dimension que j'avais retenue, qui était cette notion de, non pas la dernière, l'avant-dernière, accepter versus résister, ça c'est avec mes mots, mais tu vois cette notion de, quand tu parlais du fossé entre, je voudrais que la personne, elle soit encore là, mais la réalité, elle est là, c'est qu'il n'est pas là. Donc c'est soit tu acceptes, soit tu résistes à la réalité. Ouais. Et la souffrance, moi j'ai un de mes mentors qui disait ça, la souffrance, c'est optionnel quelque part. La douleur est inévitable, la souffrance est Ouais. optionnelle et c'est de la douleur à laquelle on met de la résistance ou on ne donne pas de Ouais. sens. Et je trouve que c'est tout, enfin, par rapport à ce que tu nous partageais, c'est quand même assez frappant. Cette notion aussi de sens. Je disais, il y a quelque chose d'insensé, on n'arrive pas à voir le sens de ce qui nous arrive. Mais en même temps, justement, tu parlais de ce gars dans un livre de Viktor Frankl, en tout cas, moi, c'est à ça que ça m'a fait penser, du Ouais. camp de Je pensais concentration. à ça. Ouais, je pensais Et à c'est ça. vraiment ça, et c'est le propos de Viktor Frankl, c'est de dire, voilà, en fait, c'est entre la vie et la mort de ceux qui ont vécu ces atrocités-là, c'était, est-ce qu'on y met, quel est le sens qu'on met à l'horreur, à l'indicible, je ne sais pas comment chacun y va avec ses mots, mais comment est-ce qu'on met du sens derrière tout ça? Et en mettant du sens, tu parlais aussi de cette notion de écouter des témoignages de personnes qui ont vécu ces choses-là, d'essayer de comprendre même le processus, parce que là, ça donne du sens à ce qu'on traverse. Ouais. Tu vois, la fameuse courbe dont on parle tout le temps dans le deuil de Kubler-Ross, en se disant, voilà, ok, là je sais, ok, là je suis dans cette phase-là, et que c'est pas un processus linéaire aussi. Tu nous as partagé cette dimension que, oui, on va faire peut-être 2 pas en avant, 3 pas en arrière, et de garder toujours cette confiance, cette foi que, ok, ça va aller mieux, et même par rapport à l'entourage des personnes qui sont voilà, en train de traverser ça. Comme tu disais, cette sœur, tu dis comment je fais pour accompagner, fais confiance à ta sœur qu'elle a les ressources. Ouais. Et ça, je trouve ça aussi assez, ou comme tu disais toi, que ça avait été hyper soutenant ou aidant pour toi quand ton environnement de travail professionnel continuait à te faire confiance, Mm. comme pour dissocier la partie compétence de ce que tu traversais, de l'humaine que tu étais. Donc, Mm. je trouve qu'il y a pas mal d'éléments que tu nous as partagés qui font écho. Et je ne sais pas si toi, là j'ai résumé ou synthétisé avec mes mots, mais Mm. voilà, pour les personnes qui nous écoutent, quels seraient les 3 grands apprentissages que tu aurais envie de transmettre, les pépites quelque part que tu aurais envie de transmettre en disant, OK, là, avec l'échange qu'on a eu, ce que j'aurais vraiment envie que les auditeurs retiennent, ce serait, enfin, je dis 3, mais peu importe, il n'y a pas de chiffre. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de passer comme message à travers ton expérience et notre échange aujourd'hui, Rachel? C'est autorisez-vous vraiment à aller vers les autres, vers des personnes qui peuvent vous guider, vraiment, qui peuvent, des personnes qui vous inspirent, des personnes moi, je crois fort à cet entourage, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment pour moi capital. Et peut-être qu'il y a des personnes qui nous entendent et qui, souvent, on me dit, mais moi, il n'y a personne, Rachel. Il n'y a, Ouais. y a personne. Il n'y a personne. Et en fait, il y a toujours quelqu'un.
C'est qu'on ne voit pas la personne, où il y a des mains qui sont tendues, mais on se dit non, c'est pas la bonne personne. Dans mon livre, je donne l'exemple d'une cliente qui a des jumeaux et qui à l'époque, qui se retrouve seule, son mari décède et c'est une famille de footeux, c'est toujours le père qui emmène les enfants au foot le samedi et tout. Et la première fois qu'elle doit emmener les enfants au foot seule, il y a les voisins qu'elle connaît à peine qui sonnent à la porte et qui lui disent on sait que ton mari est mort, on se connaît peu, mais nous aussi on va emmener nos enfants au foot. Si tu veux, on vient avec toi, quoi. Et elle, par fierté, elle dit non. D'ailleurs, elle le confie au groupe et tout, j'en parle ouvertement parce qu'elle m'avait autorisé à le partager dans le livre. Non, par fierté, elle dit je vais me démerder tout seul, pas besoin et tout. En fait, elle arrive au stade, elle a sa casquette vissée sur la tête, les lunettes sous soleil, elle voit tout le monde dans les gradins, ses enfants vont au vestiaire et elle ne sait pas où se poser, quoi. Et elle a l'impression que tout le monde la regarde et elle commence à pleurer et tout. Et en fait, qui elle voit dans les gradins? Les voisins qu'elle avait envoyés bouler, qui étaient quand même venus et qui lui font signe. Et en fait, elle s'installe entre le gars et la nana au milieu et elle dit ce truc absolument énorme. Elle dit, eux, ils étaient là pour moi et moi, j'étais là pour mes garçons. Et elle disait au groupe, ne refusez pas. Elle dit, ces gens-là, je ne les connaissais pas. Et elle dit, c'est devenu des super amis et ils sont là sur la durée et j'aurais jamais parié que ces gens à qui je disais bonjour, au revoir. Voilà. Donc, ça peut être un voisin de palier, une voisine, ça peut être... mais bien sûr, c'est aussi s'adresser aux bonnes personnes parce qu'on n'est pas tous équipés émotionnellement pour accueillir aussi la douleur. Il y a des gens qu'on va repérer qui vont être bons pour garder les enfants, qui vont être bons pour réparer la machine à laver, qui vont être bons pour nous emmener au resto, pour passer une chouette soirée. Et puis, il y a ceux qui sont bons pour être là dans l'écoute parce que souvent, ils ont vécu eux-mêmes des épreuves de vie, parce qu'ils ont développé cette capacité de résilience-là. Et c'est aussi s'autoriser à aller vers certaines personnes-là. Moi, j'entends trop souvent, tout le monde s'en fout de mon deuil, les gens, ils comprennent rien, c'est des cons. Mais on a aussi besoin... C'est un job aussi, c'est presque, en tant qu'endeuillé, on doit faire de la pédagogie du deuil, moi, c'est ce que je dis à mes clients. Donc, vous allez aussi leur rendre service en disant, attends, ce que je vis, c'est normal, en offrant des fois des bouquins sur le deuil. Donc, de s'entourer, c'est vraiment hyper important. C'est un truc sur lequel j'insiste, mais c'est aussi nous reconnecter aussi à la vie, aux autres. Ça demande de se foutre un petit coup de pied aux fesses parfois, ça demande un effort, mais c'est toujours bénéfique. Et puis, moi, le travail sur le corps, c'est sûr que c'est un peu aussi mon truc. C'est aussi de prendre soin de ce corps-là, quoi, par toutes les méthodes que vous voulez, d'aller vous faire masser, d'aller faire du tai chi, d'aller faire du vélo, d'aller marcher dans les bois, d'aller nager, des choses simples. En fait, on le voit très bien dans les études qui ont été faites, c'est que sur le long terme, c'est bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Parce que le corps, il prend cher quand on vit un deuil. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est souvent coupé de notre corps. Émotionnellement, il y a beaucoup... Ouais, c'est ça. C'est un stress énorme et le corps, il fait face à cette adversité. Il bosse sur votre cicatrice. Donc, et ça va vous aider. Des fois, on me dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon mental, il se calme? Pour que ton mental, il se calme. Alors oui, moi, je suis sophro, mais on ne fait pas de la sophro systématiquement et tout le temps à tout bout de champ. Mais c'est aussi, qu'est-ce qui est facile pour toi? C'est peut-être d'aller marcher une demi-heure dans un parc près de chez toi, au boulot, d'aller à la salle de sport, etc. Ça va... On l'expérimente tous, hein. Tu vas nager dans une piscine, le soir, t'es caisse. Hein. Moi, c'est ça. Le mental, il redescend d'un cran, quoi. Donc, c'est en passant aussi par le corps qu'on va sentir mieux, qu'on va aller mieux dans la régularité aussi. C'est un peu une petite discipline à mettre en place. Un rituel, comme tu parlais tout à l'heure aussi, cette notion de finalement ce genre de petit rituel pour se faire du bien, quoi. Ouais, qui accompagne. Et puis, moi, je trouve qu'il y a un truc aussi qui aide, et je le vois de plus en plus, parce que moi, je m'autorise aussi à le partager dans mon groupe ou auprès de mes clients, c'est de se rattacher à un moment donné à quelque chose de plus grand que nous. On est relié à la personne. Le processus de deuil, il y a une rupture du lien
avec la personne qu'on a aimée. Et tout le processus de deuil, c'est de s'intégrer le lien à l'intérieur de... Donc, on sera toujours relié. Le deuil, c'est pas l'oubli. On sera toujours relié avec cette personne. On va garder l'essence même de cette personne, même si ça fait flipper de se dire je me souviens plus de la couleur de ses yeux, de ses cheveux, de comment... De sa voix, etc. De sa voix. Et ça, c'est normal parce qu'on n'est pas câblé, on n'est pas des ordinateurs. On ne peut pas garder en mémoire ça tout au long de notre vie. Et ça, c'est le cas pour tout le monde. Mais ce qu'on garde, c'est les valeurs de la personne, c'est l'énergie de la personne, c'est les petites phrases qu'elle disait, c'est les expressions, c'est ça qu'on va garder dans notre cœur à tout jamais. Et on va pouvoir se connecter automatiquement à cette personne comme ça. Et c'est aussi, on est relié à cette personne, mais aussi on est relié à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand. Donc toi, tu l'appelles la foi, il y en a qui l'appellent l'univers. Et cette connexion-là, c'est la spiritualité aussi. C'est un terrain aussi, moi, sur lequel j'accompagne aussi mes clientes en leur disant autorisez-vous à ça, quoi. Parfois, ça va être des recherches sur la vie après la mort, les vécus subjectifs de contact avec le défunt. On évoque beaucoup de ça, tous les petits signes, tiens, il y a encore une dame il n'y a pas longtemps qui m'a dit ça fait des mois qu'avec mon mari, on cherchait un appartement. On ne le trouvait pas, puis j'ai décidé de continuer ce projet et crac, je trouve un appartement qui est juste au-dessus d'une boutique Harley-Davidson et mon mari, c'était un fanat des Harley-Davidson et quand je te le partage, j'ai plein de frissons parce que je me dis mais punaise, mais ça, si c'est pas un signe que je dois acheter cet appartement. Bon, on y croit pas, mais ça moi je le vois tous les jours, ça aide, ça porte les personnes. D'ailleurs, on s'en fout de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, il n'y a pas de preuve scientifique. Est-ce que c'est soutenant ou pas, ou aidant pour la personne? Finalement, c'est la seule vraie question. Ouais. Et c'est s'autoriser à ça, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais moi, j'étais hyper rationnelle, je ne croyais pas à toutes ces conneries, ces machins et tout, et je m'ouvre à ça, et est-ce que je ne suis pas en train de déraper là dans un truc un peu bizarre? Ben non, toute la spiritualité, ça peut être aussi la religion. Hein. Moi, j'ai aussi des gens qui décident de se convertir, de se baptiser. Ça peut être ça aussi, hein, qui peut être porteur, qui peut être aidant. Mais de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et que tout ne repose pas sur nous dans notre résilience. Parce que ça peut être aussi... dans les bons conseils, il faut que tu fasses ça. Les gens se disent mais merde, je fais pas les bonnes choses, je suis encore pas bien, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Il y a un moment donné, c'est aussi laisser faire c'est le deuil qui nous fait. Nous, on fait pas notre deuil. C'est le deuil vraiment qui nous fait, qui nous porte, et de croire qu'il y a autre chose de plus grand que la vie. Oui, elle nous apporte pas que des merdes. Elle nous apporte aussi d'autres belles choses derrière ça. Oui, d'y croire, et moi j'y crois fort. Je t'aurais pas dit ça il y a 8 ans, bien sûr. Ouais, mais j'entends, c'est ça. Et de croire encore que oui, la vie, le hasard, les synchronicités vont vous amener les bonnes personnes au bon moment. Le bon appartement, la chose qui sera bonne pour vous aussi et que ça va vous apporter aussi de la douceur. Donc se connecter aussi à ça, à nouveau participer à des conférences. C'est aussi expérimenter cette zone-là de spiritualité qui me semble intéressante et s'autoriser à aller vers ce chemin-là qui peut être hyper salvateur en fait. Oui, mais ça parle beaucoup finalement d'autorisation quelque part, autoriser, d'acceptation, de ne pas avoir... Enfin, moi, j'ai une vision un peu... tout est spirituel. Donc oui, alors la partie cartésienne, rationnelle, va dire que ça ne veut rien dire ton truc. Et puis après, une fois qu'on s'ouvre un peu ou qu'on est curieux, parce que moi, c'est par là que je suis rentrée, c'est vers la curiosité pure et dure, je me dis, tiens, il y a un champ des possibles à explorer. Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux n'est plus la question. Effectivement, c'est est-ce que ça m'aide est-ce que ça me sert ou ça me dessert de continuer à croire que tout doit être expliqué scientifiquement et que si ce n'est pas explicable scientifiquement, ça n'existe pas. Plus tu expérimentes la vie, et la mort et tous les aléas de la vie, plus tu te rends compte qu'en fait, il y a un sens, mais qui nous dépasse, comme tu dis. Plus grand que nous, et donc ça nous se ramener à quelque part une certaine forme d'humilité, tu parlais d'humanité, d'accepter sa vulnérabilité, de te dire en fait je peux pas tout comprendre, je peux pas tout appréhender, et on est obligé de quelque part de faire confiance,
Et avec, pour boucler sur la fin de cette interview, tu disais, voilà, tu parlais des synchronicités. Souvent, j'ai des personnes, tu vois, qui écoutent le podcast, qui vont dire, je suis tombée en lecture aléatoire, tu sais, tu peux choisir, tu choisis pas ton épisode. Donc, ils me disent, mais c'est ouf, en fait, j'avais besoin, je connaissais absolument pas cet invité, je suis tombée dessus et c'était exactement ce qu'il me fallait. Et donc, c'est ce que je souhaite aux personnes qui tomberont sur cette interview, c'est de me dire que voilà, des personnes qui traverseront ou qui seront peut-être au début ou peut-être dans le processus, peu importe, qui tomberont sur ce podcast, auront tes pépites, tes partages, pourront aller voir ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes aussi, si elles en sentent l'appel. Mais vraiment, cette dimension de ce que tu nous disais, hein, de s'autoriser à aller vers les autres, de savoir s'entourer, de prendre soin de son corps, parce qu'on a tendance à, voilà, on parle des émotions et tout ça, et comme si on dissociait les choses, il y a le mental, il y a les émotions, et puis il y a le corps, et il y a comme 3 choses séparées, et en fait, c'est un peu comme la Sainte Trinité. Allez, on boucle avec la religion. Mais ça on va peut-être pas parler de Trinité, mais bon, bref, ça fait un peu réintégrer ces 3 parts de nous pour que ce soit plus doux. Tu parlais de douceur. Et vraiment, ce message-là, en tout cas, que je trouvais intéressant que tu nous partages avec en pointe de fond cette idée de toute façon, vie, mort, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose selon les croyances de chacun? Finalement, ça, c'est propre à chacun, propre à chacun d'expérimenter, comme tu disais aussi, son propre processus. Et de se faire confiance au final sur le fait qu'on a les ressources, que si ça nous arrive, la vie ne nous donne pas ce qu'on veut. Souvent, elle nous offre l'opportunité de grandir avec ce qu'on a besoin. Alors, dans le besoin, évidemment, on peut râler sur le moment du cadeau qui a l'air très mal emballé. Mais c'est un peu ce que tu disais avec ton médecin. Que tu disais, tu verras, la gratitude viendra, ou tu verras, en fait, plus tard, ça prendra sens. Et plus tard, tu diras, ouais, mais effectivement, de nos plus grandes blessures, finalement, on a nos plus beaux trésors qui se révèlent par la suite, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si tu as encore un dernier truc à ajouter ou est-ce que ça boucle bien la boucle? Tu boucles bien la boucle. J'ai plus qu'à te remercier pour ta confiance, pour cet échange fort riche, j'ai trouvé. Merci, Sandra. Merci beaucoup, Rachel, en tout cas. J'espère que nos auditeurs auront plein de pépites à en retirer. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Et puis que les synchronicités fassent leur magie comme d'habitude. Et puis, je te dis à très bientôt, Rachel. À bientôt, merci.